Bonjour à toutes et à tous, je suis Gulce Kaplan, membre de l'Étincelle Média et habitant de la ville de Clichy-sous-Bois depuis toujours. À mes côtés se trouve Aminata Sibi, chargée d'action culturelle aux ateliers Médicis. J'ai grandi, je suis née à Montfermeil. Nous sommes toutes les deux membres du comité 2005 et on va animer aujourd'hui cette table ronde autour de 2005. Bon, c'est une première pour moi, c'est la première fois que j'anime une table ronde et que je prends le micro, donc soyez gentils les invités. Et on voulait vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. On parle souvent de 2005 et de ses révoltes, de la reconstruction de nos quartiers. On dit que ça a changé. Mais en changeant le territoire et l'urbanisme, on oublie parfois l'histoire qui a permis ces changements et qui a profondément marqué les gens d'ici. Je pense à la démolition de la Forestière, les Bosquets, Védrine, et récemment le bâtiment 3 au Bois du Temple. Tous ces quartiers ont été témoins de nos vécus et des événements de 2005. En détruisant ces quartiers pour mieux reconstruire, c'est comme si on effaçait, on détruisait notre identité. Mais 20 ans après, il y a des choses qui restent. Il y a le délaissement de la population les plus pauvres, les ascenseurs qui ne fonctionnent pas dans les halls, l'insalubrité dans les logements, la hausse des loyers, l'inaction des politiques, le chômage chez les jeunes. Et finalement, c'est des thématiques qu'on retrouvait déjà en 2005. Alors, on a eu envie de donner la parole à ceux qui ont vécu cette histoire, qui nous la racontent sans langue de bois et qu'on puisse parler et se dire les choses, même ce qu'on pense tout bas. Du coup, on a avec nous aujourd'hui Amadli. Amadli, 45 ans. Tu avais 25 ans à l'époque. Tu es militant associatif, cofondateur de l'association Au-delà des mots et président de l'association Élan d'avenir à Clichy-sous-Bois. Malamine Diarra, 41 ans, 21 ans à l'époque. Tu es un enfant de Montfermeil, tu es né à Montfermeil, tu as grandi à Montfermeil. Aujourd'hui, tu es coordinateur pour la ville de Montfermeil. C'est bien ça. Samir Miri, 48 ans, 28 ans à l'époque. Aujourd'hui, tu es enseignant, cofondateur de l'association Au-delà des mots et de l'association Assez le feu. C'est bien ça. Donc merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Pour commencer cette table ronde, j'aimerais vous demander, en tant que grand de nos quartiers, de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, c'était comment avant 2005 ? Est-ce qu'il vous reste des souvenirs de la vie d'avant 2005 ? Je pense notamment au contexte politique, de vos vies personnelles comme professionnelles, et même vos loisirs. Honneur aux anciens. Aux anciens. Clichy-sous-Bois, avant 2005, j'étais fille qui compte à travers les médias, tous ceux qui ont parlé de nous, je l'étais fille de pouvoir situer Clichy-sous-Bois sur une carte. Donc ce qui a vraiment mis la lumière sur Clichy-sous-Bois à l'époque, c'est vraiment les événements qui se sont déroulés et la tragique mort de Zied Bouna. Donc c'était une ville assez paisible dans l'ensemble, une ville dortoir malheureusement, parce que très, très enclavée, parce que maintenant on a le tramway, bientôt le métro, mais à l'époque il fallait plus d'une heure pour monter sur Paris, donc c'était assez compliqué, mais socialement c'est vrai que c'était une ville qui était très démunie. Il ne faut pas oublier qu'avant 2005 la ville n'avait pas de commissariat, la bibliothèque se trouvait très excentrée, le conservatoire, la piscine n'existait pas. À l'époque on dénombrait, je me souviens très bien, 3 banques dans la ville. Dans la ville d'à côté de Livry-Gargan, j'ai compté 11 banques dans une même rue. Donc c'est vraiment, on délaissait les habitants de ces quartiers. On avait un taux de chômage de plus de 45% chez les moins de 25 ans. Il n'y avait pas d'agence qu'on appelait à l'époque Pôle emploi. Donc les gens étaient obligés d'aller soit à Livry-Gargan, soit au Rincy. Donc du point de vue social, c'est vrai que la ville a été énormément délaissée. Mais ce qu'on a découvert surtout en 2005, c'est la solidarité entre les gens, entre les villes aussi. Clichy-Montfermeil, moi je suis de Clichy-sous-Bois. Ils sont de Montfermeil, mais ça ne nous a pas empêchés d'être unis et d'être solidaires dans ce drame. Et je pense que c'est ce qui a aidé les familles de Zied Bouna.
bonsoir à vous ici présents. Avant 2005, c'est un parcours pour moi de jeune militant qui commence. Donc déjà à travers le club de foot de Montfermeil, parce que j'étais coach. Donc l'envie de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir aussi occuper les petits frères et de pouvoir faire en sorte que les choses changent, parce que sur la ville de Montfermeil et spécialement au Bosquet, il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes pour pouvoir justement s'en sortir, pour pouvoir sortir et de pouvoir aussi aller à la rencontre des autres. Donc il y avait le CLJ qui était justement aussi un lien. On ne va pas le sauter parce que je pense que c'est très important, parce que moi j'ai eu beaucoup de bons souvenirs avec le CLJ, avec cette association qui nous a permis de sortir, de nous ouvrir aux autres, de pouvoir voir justement ce qui se faisait ailleurs. Et je tenais aujourd'hui à les remercier, parce que sans eux on serait dans cet enclos, dans ce grand quartier où il y avait quand même presque à peu près 10 000 personnes qui y vivaient. C'était dense. Donc pour moi 2005 ça a été le moteur de pouvoir dire qu'on ne pouvait pas laisser cette situation de cette manière et qu'il fallait agir. Donc voilà, le militantisme il a commencé bien avant, mais les événements de 2005 nous ont rassemblés à travers une idée, à travers cette vision qu'on pouvait faire changer les choses. Et je tiens aussi à remercier, parce que je le dis, moi mon association Élan d'Avenir, si aujourd'hui elle a pu voir le jour, c'est aussi qu'on m'a aidé à rédiger aussi les statuts, et je tiens à remercier Laurence Ribocourt qui est ici présent, parce que sans elle peut-être que cette association n'aurait pas vu le jour. Donc voilà, on peut l'applaudir, je pense, Laurence. Alors, moi, avant 2005, j'étais déjà animateur jeunesse à la ville de Montfermeil. J'étais déjà animateur avec les jeunes, donc actif déjà sur le terrain. C'est vrai que c'était un peu compliqué, on n'avait pas du tout d'infrastructure pour les jeunes. J'étais dans le dispositif sport à la carte à l'époque, pendant les vacances. On se retrouvait à 80, voire 100 dans un gymnase à faire des activités sportives. On n'avait pas grand-chose. C'est vrai que 2005, ça a permis de faire bouger les choses. Justement, après 2005, il y a eu un service jeunesse qui s'appelle l'Espace Jeunesse, où j'ai continué aussi à travailler là-bas en tant qu'animateur. Aujourd'hui, je suis le coordinateur jeunesse. Et comme les anciens, ils ont dit, ça, j'ai laissé la parole aux anciens, à Samir et à Ahmad. C'était une source d'inspiration aussi pour nous. On les a vus militer, on les a vus revendiquer les choses. On a suivi le même chemin, sauf que moi, je l'ai suivi justement, tout ce que j'ai appris à travers eux, à transmettre aussi à la nouvelle génération, surtout la génération 90, avec qui j'étais animateur avec eux à mon départ au sein de la ville de Montfermeil. Voilà. Est-ce que pendant cette période de l'avant 2005, vous avez ressenti un ras-le-bol? Est-ce que vous vous êtes dit, non mais un jour il y a un drame qui va se produire ici? Il y avait des signaux. D'ailleurs, quand Borloo était venu pour son projet de rénovation urbaine et qu'il avait visité les bosquets, plutôt la forestière, pardon, et il a dit, si on ne fait pas quelque chose, si on n'intervient pas rapidement dans ce périmètre-là, ça va forcément exploser. Il faut savoir que les révoltes urbaines naissent à travers la colère et la frustration aussi des jeunes. D'accord ? La colère déjà de pouvoir voir dans quel état ils vivaient, et la frustration de ne pouvoir rien faire. Donc c'était vraiment quelque chose qui annonçait, comme j'ai dit, de mauvais augure. Et puis malheureusement en 2005, les révoltes ont explosé. Je pense que le problème aussi était dû aux relations jeunes-police. On en parle encore 20 ans après, malheureusement, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà des tensions entre les jeunes et la police, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, pour Montfermeil, c'était le commissariat de Gagny, pour Clichy, c'était le commissariat de
du Rincy. Et en fait, ces policiers-là intervenaient uniquement pour de la répression et pas souvent de la bonne manière. C'est ce qu'on appelait à l'époque les cow-boys, et je pense qu'il y en a encore malheureusement dans les rangs de la police, au regard de ce qui s'est passé dernièrement, encore une fois. Donc c'est vrai qu'on pouvait présager le pire, malheureusement, quand on voyait un petit peu les dérapages de certains fonctionnaires de police. Et puis je pense que ce qui a encore plus mis le feu aux poudres, c'est aussi les propos du ministre de l'Intérieur de l'époque. On se souvient de la dalle d'Argenteuil, le Karcher, je vous débarrasse de la racaille, tout ça. Donc tout ça, ça ne présageait rien de bon. Et malheureusement, ce 27 octobre 2005, ça nous a un petit peu donné raison sur ce qui s'est passé. Parce que pendant de nombreuses années, nous, on a connu la police de proximité, la police qui connaissait ses habitants, la police qui se baladait dans la ville, que ce soit à pied ou en vélo, qui connaissait ses habitants. Et je pense que cette police de proximité, si elle existait à l'époque, il n'y avait pas lieu de courir après Ziad Bouna, quand bien même ils avaient commis un délit, ce qui n'a pas été le cas. Ça a été démontré par la suite, non seulement par les renseignements généraux, mais aussi lors du procès en 2015. Donc il n'y avait pas lieu de leur courir après si jamais on avait justement cette police de proximité. Quand on connaît les jeunes, on n'a pas besoin de leur courir après. Vous les revoyez le lendemain, vous les revoyez le soir même, vous allez frapper chez eux. Mais il n'y avait pas lieu de leur courir après, malheureusement, et c'est cette police de proximité qui manque, parce qu'on se souvient encore d'un débat du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui avait dit: vous n'êtes pas là, en parlant d'un commissaire de police, vous n'êtes pas là pour jouer au rugby avec les jeunes, vous êtes là pour la répression. Mais si on veut anticiper, parce que c'est aussi ça la vie, c'est anticiper les choses, si on veut anticiper la répression, c'est aussi faire de la prévention, et justement c'était pas la politique du ministre de l'Intérieur de l'époque, parce que dans sa tête il avait cette ambition présidentielle. Donc pour lui il fallait du chiffre, il fallait de la délinquance dans nos rues pour pouvoir justement justifier sa politique, et c'est ce qui l'a mené justement à devenir président de la République. Maintenant que nous avons le contexte de l'époque, on va s'intéresser au jour du drame, le 27 octobre 2005, et aux révoltes qui ont suivi. Voici un extrait de documentaire 2005 État d'urgence de Gwenaëlle Bourdon et Marie-Pierre Jury, qui sera diffusé sur France Télévisions le 23 novembre prochain. Merci à elle de nous avoir permis de diffuser ces images en exclusivité. C'est comme ça que tout a commencé. Un match entre copains, une banale partie de foot. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2005, en banlieue parisienne. Ce sont les vacances, celles de la Toussaint. Parmi ces jeunes, 2 garçons, dont les prénoms vont bientôt devenir indissociables, tristement inscrits dans les mémoires. Ziad et Bouna. Ces jeunes n'étaient pas physiquement poursuivis par la police à ce moment-là, qui n'étaient pas derrière eux. 20 ans après, que sait-on de ce drame qui leur a coûté la vie ? Comment le sort tragique de ces adolescents ordinaires va-t-il provoquer une onde de choc qui ébranlera tout le pays ? Le gouvernement assurera l'ordre public jusqu'au sommet de l'État. Et je veux dire aux enfants des quartiers difficiles qu'ils sont tous les filles et les fils de la République. C'est l'information de la nuit. 2 jeunes sont morts électrocutés hier soir à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Paris. 2 adolescents électrocutés alors qu'ils se cachaient dans un transformateur car ils étaient poursuivis par la police. Un 3e jeune qui était avec eux est hospitalisé, il est grièvement blessé. La nouvelle qui s'est rapidement répandue a entraîné une véritable nuit d'émeutes. Donc on vient de voir un extrait qui donne un aperçu de ce qui s'est passé en 2005. On va juste revenir au début. Vous, comment avez-vous appris la mort de Ziad Bouna et qu'avez-vous fait ce soir-là ? Écoute, moi comment j'ai appris la mort de Ziad Bouna, j'étais chez moi parce qu'à cette époque-là j'habitais à Clichy-sous-Bois, au Bois du Temple. J'ai commencé à entendre du bruit par la fenêtre. Je me suis dit,
Pour moi, c'était normal. Jusqu'à j'ai reçu un coup de fil d'un de mes potes qui m'a dit écoute, il s'est passé quelque chose, il s'est passé un drame. Le temps de comprendre les choses, il fallait que je sorte de chez moi, que j'arrive au quartier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est comme ça que je l'ai appris et au fur et à mesure, la tension elle est montée, au fur et à mesure que les gens ont appris les choses. Et quand le ministre de l'Intérieur de l'époque, quand il passe à la télé et qu'il dit il sortait d'un cambriolage, bon, ça a frustré beaucoup de monde parce qu'on connaissait déjà la vérité, nous déjà qui sortait d'un match de foot. Le temps que ça remonte, que l'information monte, il y a eu une communication qui a été très mal faite. Et du coup, ça a monté au fur et à mesure les tensions entre déjà à Clichy et derrière Montfermeil qui a suivi. Et c'est parti super vite, ouais. Et ce soir-là, du coup, une fois que tu as appris la nouvelle, qu'est-ce que tu as fait Moi, j'étais déjà animateur déjà sur le terrain déjà à l'époque avec les jeunes. Je me suis dit, quand j'ai vu tous les jeunes que j'avais déjà au service jeunesse sortir sur le terrain, je me suis dit dans ma tête, ça n'arrêtait pas de tourner. Je me suis dit, il ne faut pas qu'il y ait un troisième mort. Il y a déjà 2 morts. Donc moi, j'ai fait la chasse à tous mes jeunes. Je leur disais de rentrer parce qu'ils étaient très jeunes. Que j'avais déjà au quotidien à l'Espagie, avec qui je partageais pas mal d'activités. Et après, à ce moment-là, je crois que j'ai rencontré Ahmad qui me dit qu'il faut discuter, qu'il faut échanger. La colère, c'est une chose. Donc on s'est mis automédiateur rapidement sur le terrain. On a commencé à rentrer un petit peu au fur et à mesure les jeunes pendant qu'il y en a qui étaient en colère. Et je peux vous dire que quand un jeune il dit imagine ça aurait été ton frère, imagine ça aurait été ton petit frère, tu te dis ouais c'est vrai, tu as raison, mais ça peut être pire encore. Donc du coup moi je voulais absolument éviter un troisième mort après la suite de Ziad Bouna, ouais. Toi Ahmed? Moi le soir je revenais de Paris, donc après j'ai reçu un coup de fil, je suis remonté sur Clichy. Parce qu'on m'avait dit que c'était le frère de Siaka, avec qui on a grandi ensemble et que j'avais des bonnes relations. J'avais pas fait attention à la mort tragique, comment ils étaient morts. Et c'est vrai, quand je suis arrivé et qu'on m'a dit qu'ils étaient morts électrocutés, ça m'a glacé. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va jeter des pierres, est-ce qu'on va tout casser, etc. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de pouvoir agir? Donc en petit comité, avec Gaylor et les gens du Chêne Pointu, on s'est organisé. Donc on a porté des t-shirts blancs au départ, symbole de paix, et après on s'est dit pourquoi pas mettre Mort pour rien et Ziad Bouna. On a commencé à déambuler dans les rues pour pouvoir justement calmer la tension, sachant que, comme il disait Malamine il y a un instant, de l'autre côté, on ne cessait de l'animer, donc avec les propos du ministre de l'Intérieur. Et puis, fallait se mobiliser rapidement aussi pour les familles, parce que les familles étaient aussi anéanties. Fallait leur apporter ce soutien moral qui était nécessaire. Donc on s'est réunis avec Samir et Mehdi Bigaderne pour savoir comment on pourrait faire une association, créer l'association. Puis l'association de la démo est arrivée à ce moment-là. Oui, et là c'était quelques jours après du coup, mais le soir même... Ça s'est arrêté. Le soir même, c'était déjà de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Et ensuite, c'était de savoir comment vont les familles. Parce qu'un choc comme ça, c'est les familles déjà. Déjà de savoir comment les parents ils vivent ça. Tu vois, même si on s'en doutait qu'ils étaient sur le choc et qu'ils ne pouvaient pas réagir, voilà. Ils étaient surpris comme tout le monde, peut-être choqués même, plutôt choqués même. Donc voilà. Okay. Et pour toi, Samir? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 moments ce jour-là. C'est 18h20, 18h30, la coupure d'électricité générale. Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Livry-Gargan. On ne se pose pas de questions, c'est une coupure d'électricité, on passe à autre chose. Mais malheureusement, moi j'apprends la mort de Ziad Bouna vers 1h du matin. C'est mon collègue du service des sports, parce que j'étais éducateur sportif à la ville à l'époque. Et il m'appelle, il me dit le petit frère de Siaka est décédé, il était dans la centrale électrique.
Et c'est là malheureusement qu'on fait le rapprochement avec la coupure d'électricité et qu'on se dit que finalement on a tous vécu en direct la mort de Zied Bouna. C'est ce qui m'a le plus touché. Et il m'a dit viens, on se rejoint, on va aller voir Siaka, parce que moi c'était mon voisin, il habitait juste en face de chez moi, donc je sors et c'est là que je vois l'air imprégné de pneus cramés, de brûlés, ça sentait très très fort. Et je me dirige vers chez Siaka, justement la famille Traoré, pour présenter mes condoléances, mais il y avait énormément de monde au pied de l'immeuble, donc on est juste resté là pour essayer d'écouter ce que les jeunes avaient à dire, essayer de les soutenir, essayer de leur faire comprendre, comme a dit Ahmad, c'est pas forcément la meilleure solution ce que vous faites, et c'est ce qu'on a fait les jours suivants, justement, quand on a été les voir. Moi j'étais éducateur sportif de la ville, donc j'en connaissais une bonne partie, surtout sur le bas Clichy, donc c'était leur expliquer que brûler des voitures, aller à la confrontation avec la police, c'est tout ce qu'on va montrer dans les médias, on va montrer que ça, et on va complètement occulter la mort de Zied Bouna, et le plus important justement c'était rester focus là-dessus pour qu'on sache la vérité. Donc c'est pour ça que quand on dénombre 21 nuits d'émeutes sur toute la France, nous dès le samedi soir ça s'était calmé justement parce que sur Clichy-Montfermeil de nombreuses personnes se sont mobilisées pour essayer de retrouver le calme et qu'on se focalise uniquement sur cette tragédie et savoir dans quelles circonstances ils sont morts et comment Muettine s'est retrouvé grièvement blessé. Donc voilà, ça a été très important pour nous de calmer les tensions, ça a plutôt bien marché. Il y a aussi le samedi matin, lors de la marche, les parents qui ont pris la parole, le père de Bouna et le père de Zied qui ont pris la parole pour appeler au calme. Et je pense qu'on peut être fier de notre jeunesse parce que très rapidement, justement, ils ont écouté ce que les parents avaient à dire et on a retrouvé le calme assez précaire, parce qu'après il y a eu cette bombe lacrymogène dans la mosquée Bilal. Je pense que vous allez en reparler. Donc, voilà. Vous étiez jeune à cette époque-là, et qu'est-ce qu'on ressent quand on est jeune à cette période, qu'on perd des amis, des jeunes de quartier? C'est toi qui étais jeune, 28. C'est vrai que moi j'avais 21 ans, je me suis dit ça aurait pu être mon petit frère, ça aurait pu être n'importe qui, c'est la question que tout le monde se posait. Quand les jeunes disent écoute, moi qui étais au quotidien tous les jours avec les jeunes, ça aurait pu être un jeune de Montfermeil. Et Zied Bouna, moi je les connaissais pas forcément bien, je connaissais plus le grand frère Siaka, donc c'est les jeunes que je fréquentais pas, mais à chaque fois je me disais ça aurait pu être un jeune de Montfermeil qui fréquente le service jeunesse à ce moment-là. Donc on avait pas mal de débats avec les jeunes la journée, quand ils venaient on essayait de parler avec eux, discuter avec eux, échanger, mais tu te dis ça aurait pu être n'importe qui, et même les parents disaient que ça aurait pu être mon fils qui sort pour aller jouer au foot et malheureusement ne rentre plus. Est-ce que vous avez eu des échos sur comment se sont déroulées, comment se sont organisées les révoltes, comment les jeunes se sont réunis pour se révolter? Moi, je pense que ça s'est fait naturellement. Parce que les problèmes qu'ils avaient dans chaque quartier, on avait tous les mêmes problèmes. Ouais. Donc à un moment donné, ça s'est fait naturellement. Je ne pense pas qu'il y avait des commanditaires sur le terrain pour dire il faut que ça crame. Je ne pense pas. Ça s'est fait naturellement. Surtout après ce qui s'est passé dans la mosquée, ça a aggravé un peu plus les choses. Mais à mon avis, ça s'est fait naturellement de quartier en quartier, avec les infos qui n'arrêtaient pas d'en parler aussi. Du coup, ça s'est enchaîné. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette période? Pour moi, c'est la mort tragique de Zied Bouna. 15 ans, 17 ans, je me dis, c'est violent. Et combien de fois nous on s'est fait contrôler, combien de fois on a subi l'humiliation, mais là c'était violent, vraiment c'était violent. Moi c'est ce qui m'a plus choqué, c'est se dire qu'un jour on peut sortir de la maison comme ça, pour des préjugés, pour les étiquettes qu'on a mis à certaines personnes, on risque de plus les revoir. Et j'étais très en colère. Je pense que c'est la première fois que j'étais autant en colère.
j'avais pas, comme j'ai dit, je suis rentré chez moi, j'avais pas les mots, je savais pas quoi dire. Et je me suis dit, c'est pas possible que ça se reproduise. Et le fait d'avoir subi, je pense, cette violence indirectement, ça m'a vraiment fait écrire que ce jour-là, je ne veux pas l'oublier. Franchement, 27 octobre, je ne peux pas l'oublier. Toi, Samir? Ce qui a été très dur, oui, c'est la mort tragique de Ziad Ebouna, mais au-delà de ça, c'était pendant, justement, quand on est à la rencontre des jeunes, et surtout le soir venu, quand on sentait les tensions monter et qu'il allait y avoir des confrontations, c'était surtout d'aller parler aux forces de l'ordre. Parce que j'ai l'impression, et que je l'avais déjà dit à l'époque, c'était plus facile de parler à ces jeunes et de les convaincre plus ou moins d'arrêter ce qui se passait plutôt que de parler avec les forces de l'ordre et leur demander laissez-nous le temps de leur parler. Moi je me souviens du vendredi soir justement où des CRS étaient prêts à nous charger nous aussi, hein. Pourtant j'étais avec le survêtement de la municipalité, un service des sports, et ils étaient prêts à nous charger alors qu'on leur demandait juste de patienter 5 minutes, qu'on aille parler aux jeunes, leur demander de s'éparpiller pour éviter toute confrontation, et ils étaient prêts à nous charger sans raison. Donc c'est ça qui a été le plus dur pour moi, ça a été justement de se rendre compte que, encore une fois, on n'est pas dans la prévention, on est uniquement dans la répression. Ça a été les jours suivants, la présence policière très intense au milieu du quartier. On était quasiment obligé de s'excuser pour qu'ils s'écartent, pour qu'on puisse passer, hein, dans le cœur de la ville. Donc il a fallu quand même une rencontre place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur pour lui expliquer la situation sur place, que ça ne pouvait pas durer dans ces conditions et qu'il fallait que justement ces compagnies de CRS, on ne parle pas de police, là, on parle de compagnies de CRS, ils sont là pour le maintien d'ordre. On leur a demandé s'ils pouvaient s'écarter du centre-ville pour que les gens puissent vivre tranquillement et continuer à porter leur deuil. Et c'est là que justement ils se sont déplacés vers la mairie et vers plus haut sur Clichy-sous-Bois, sur la caserne des pompiers. Dans le documentaire 2005 État d'urgence, on entend les échanges avec la police pendant les révoltes. C'est édifiant, on va les écouter. Ils ont sorti les 2 corps, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à pleurer. Les gens, ils ont commencé à crier leur colère envers la police. Il y en a qui tapaient sur les voitures. Sur les lieux, on a un petit groupe d'individus qui commencent à s'échauffer. Alors pour l'instant, on est en train d'essayer de régler le problème avec les grands frères qui viennent nous casser les bonbons, mais donc je vois après avec les pompiers. Est-ce que vous sentez que vous êtes en nombre suffisant? Dans les médias, ça va, mais je vous ai dit, les esprits s'échauffent. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez les échanges radio de la police dans cet extrait-là? Ouais, pour moi, c'était une violence psychologique. Hein. C'était super dur. Hein. Quand tu vois vraiment, quand tu entends tout ce qui s'est dit à la radio, là, tu te dis, tu es entre les deux. Tu te dis, soit ils ont fait exprès de les emmener vers là-bas, ou soit c'est la faute n'a pas de chance. Ils ont été, ils ne savaient pas. Tu te poses plein de questions et tu n'as plus le même regard envers la police. Et comment nous, on va expliquer aux jeunes maintenant de dire que la police, vous inquiétez pas, ils sont là pour notre sécurité. Quand tu vois ça, tu te poses beaucoup de questions. Et c'est les questions que les jeunes m'ont beaucoup posées à l'époque. Ils me disaient arrête de faire le médiateur. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu as entendu tout ce qui a été dit par rapport dans la radio, tout ce qu'ils ont dit. Et pour moi, ça a été une violence vraiment psychologique. Ils nous ont bousillé le cerveau. On ne sait même plus quoi dire. Tu ne trouves pas les mots. Nous, quand on a déambulé dans les quartiers, on a pu rencontrer des policiers. On leur disait tout simplement que ça ne sert à rien qu'ils venaient, qu'il fallait mieux, excusez-moi, laisser la poubelle brûler ou la voiture brûler et pas aller à l'affront. Et
je me disais peut-être qu'à ce moment-là, on leur prenait un peu la tête, mais on avait bien raison. Donc voilà. Concernant cet extrait-là, je voudrais juste replacer le contexte, parce que là, on n'est pas dans le centre-ville, on est devant la centrale électrique. Là, on vient d'annoncer la mort de Zied Ebouna, et le policier n'a rien d'autre à dire qu'il nous casse les bonbons, alors que vous avez les familles qui sont sur place, il y a les amis, les gens qui ont recueilli Muettine, gravement brûlé, ils se sont dirigés vers la centrale électrique. Donc, il faut vous resituer le contexte de là où ça s'est déroulé. Donc, vous apprenez la mort tragique de 2 enfants, et on se rend compte que c'est pas des humains, c'est ces fonctionnaires des polices qui étaient là sur place, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre la douleur et la souffrance des gens. Vous voyez malheureusement 2 corps sortir recouverts, et on peut comprendre quand même la colère, on peut comprendre que les jeunes qui étaient sur place ont commencé à s'énerver, donc je comprends pas du tout la réaction de ce fonctionnaire de police, encore une fois. Donc c'est ce qui fait que justement vous créez cette frustration, et cette frustration, c'est ce qui s'est déversé un peu plus tard dans la soirée sur l'allée Maurice-Audin, quand ils ont décidé de brûler des poubelles, des voitures. Donc c'est aussi parce que on n'a pas le respect des morts, malheureusement. Ni les médias, ni la police, ni les politiques n'ont pas le respect des morts dans nos quartiers. À chaque fois, c'était des délinquants. Ils étaient en train de courir pour rien, ils étaient en train de cambrioler. Donc à chaque fois, on n'a pas ce respect. Je pense que si on avait ce respect du défunt, présenter ses condoléances, c'est la première chose qu'il fallait faire. Moi, je me souviens du premier entretien à Matignon entre Dominique de Villepin, Sarko, qui s'est invité malheureusement. À aucun moment Nicolas Sarkozy présente ses condoléances aux familles, ça faut le savoir. À aucun moment il ne présente ses condoléances, il ne fait que parler des échauffourées et des voitures qui brûlent. Donc heureusement que M. Villepin était là pour rééquilibrer un petit peu la chose, puisqu'il a quand même présenté ses condoléances, il était un peu plus dans l'humain. Mais voilà, si on était un peu plus dans l'humain, dès le départ du drame, je suis même pas sûr que ça déborde autant. Avec tout ça, pourquoi vous avez choisi d'endosser le rôle de médiateur plutôt que enfin, je ne sais pas comment le dire du coup, mais pourquoi vous n'avez pas été du côté des révoltés et plutôt de la médiation? Déjà, de chacun avait une réflexion différente. Moi, c'était par rapport aussi à ma crédibilité. J'avais tous ces jeunes. Moi, j'ai commencé en tant qu'animateur en 2002. J'avais tous les jeunes que je côtoyais tous les jours. Je ne pouvais pas me permettre de leur dire « oui, vous avez raison, oui, il faut y aller ». Et s'il y aurait un autre drame, j'aurais ça sur la conscience. Donc à un moment donné, il fallait agir. J'ai agi un peu à ma manière, en leur disant que oui, vous avez raison, certes c'est vrai, mais c'est pas forcément la bonne manière. Même si au fond de moi, à un moment donné, j'avais envie d'exploser. Est-ce que c'est un peu dû au fait que tu travaillais déjà pour la ville? Bien sûr, ça a beaucoup joué. Le fait d'avoir travaillé pour la ville, moi j'ai commencé en 2002. Le fait d'être animateur à ce moment-là, je pense que ça a beaucoup joué. Et si je pense que si j'aurais pas été animateur sur le terrain, à mon avis, j'aurais été de l'autre côté. Ouais. Pour vous? Ouais, c'est un petit peu le même cas pour moi. J'étais éducateur sportif à la ville. Et puis, je me voyais pas justement être de l'autre côté, parce que comme je vous l'ai dit, la première réflexion pour moi c'était il faut qu'on parle du drame, il faut pas qu'on parle des voitures qui brûlent, il faut pas qu'on parle des poubelles, il faut pas qu'on parle des affrontements, parce que tout ça c'est remboursable en fait. Les assurances, elles ont remboursé les abribus, elles ont remboursé les écoles, elles ont remboursé les voitures, mais personne n'a jamais rien remboursé aux parents de Zied Ebouna. Donc aller dans l'affrontement, c'est pas forcément la meilleure solution, même si, j'en reviens encore à la mosquée Bilal, là où ça commence à vous travailler, c'est quand je suis arrivé ce soir-là à mosquée Bilal, quand j'ai vu dans quel état était la mosquée et qu'on a touché à ce qu'on avait de plus cher quand même, notre religion. Donc là, à ce moment-là, oui, on commence à réfléchir, mais encore une fois, on se dit c'est pas la meilleure solution. Le bon esprit. Le bon esprit nous a dirigés vers
ce lien avec la famille, ce lien avec les jeunes en disant qu'on pouvait faire autre chose. Je pense que c'est ça. Je pense que voilà, le mal ne m'a pas dominé ce soir-là. Puis c'est plutôt le sage conseiller qui nous a dit de pouvoir justement être dans cette voie-là et de pouvoir apporter autrement et qu'on pouvait aussi exprimer notre colère autrement. Donc voilà. Comment s'est organisée la marche qui a eu le lendemain du décès de Ziad Bouna et d'où est venue justement l'idée de créer des t-shirts en hommage à eux? L'idée, moi, quand j'ai écrit Mort pour rien, je l'ai écrit, j'ai dit, ils sont morts pour rien en fait. Si eux ils disent qu'ils ont pas cambriolé, que la police les a poursuivis parce qu'ils avaient cambriolé, etc. Je me suis dit, mais en vérité, quand j'écoute toutes les discussions qu'il y a autour, ils sont morts pour rien en fait. Et, tu vois, les jeunes, ils sont morts pour rien. Et puis on s'est dit, on va mettre mort pour rien, Ziad Bouna. Apparemment, ça a bien pris. Ça permettait cette visibilité. Et puis et après, avec les Samir, Mehdi et tous les autres, on s'est organisé pour que justement toujours l'image, elle était importante de pouvoir faire cette marche silencieuse, mais avec beaucoup de force. Donc voilà, on s'est dit, on va faire cette marche, on va honorer les familles, on va honorer la mémoire de Ziad Bouna. Et puis, je pense que ce qu'on a bien fait. Quelques jours après la marche, il y a eu un second événement. Du coup, on en a parlé rapidement depuis tout à l'heure. La police qui tire une grenade lacrymogène dans la mosquée Bilal. Je suppose que vous vous souvenez de ce soir-là et pourquoi ça a ravivé la colère des jeunes? À ce moment-là, je sais que moi j'étais, ça s'est plus ou moins calmé parce que comme il a dit tout à l'heure, les familles ont parlé, ont pris la parole, les médiateurs ont fait un petit peu leur boulot, donc ça s'est plus ou moins un peu apaisé. Je me rappelle très très bien, j'étais au niveau de l'église, j'étais avec le maire actuel, Olivier Klein, qui était maire adjoint, avec Olivier Denry. On était monté sur le haut de Montfermeil. On se disait, c'est bon, ça s'est calmé. Olivier Denry qui me pose la question, comment c'est à Montfermeil? Je dis, Montfermeil, c'est calme. Alors, quand je remonte, j'entends un boom et j'arrive sur les lieux au moment précis. Et là, je vois tous les parents sortir avec la bombe lacrymogène dans les yeux. Ça crie dans tous les sens. Et là, c'est vraiment reparti. Là, ils se sont dit, attends, 2 morts, ça se calme. Là, maintenant, ça tire dans la mosquée. Et je me rappelle, j'étais avec Ahmad et Gounedi au niveau du marché. Et quand on a essayé de parler aux policiers pour dire ça se fait pas ce qui s'est passé, ils nous ont dit, poussez-vous. Votre lieu de culte, c'est un lieu comme un autre. Poussez-vous là avant qu'on vous allume, vous aussi. Cette phrase m'a choqué jusqu'à présent. Je me rappellerai toute ma vie. On nous a dit, poussez-vous, votre lieu de culte, c'est un lieu comme un autre, poussez-vous avant qu'on vous allume vous aussi. Et c'est la première fois que j'ai vu Ahmad partir un peu, il n'en pouvait plus. Avec l'âge, on l'a retiré un petit peu, on l'a calmé. On s'est dit, quoi qu'il arrive, ils veulent que ça crame, malheureusement, on ne pourra pas éviter ce qu'ils veulent. Et du coup, on a vu tous les grands qui n'étaient pas forcément dans les émeutes, tous les personnes âgées, même les parents n'étaient pas forcément d'accord. Et là, c'est parti. Ouais. C'est vrai que cette bombe lacrymogène dans la mosquée, encore une fois, on a eu 2 morts. Là, ils lancent une bombe lacrymogène. Remettons encore les choses dans leur contexte. C'est le ramadan, c'est la dernière prière du soir. Tout le monde est réuni dans la mosquée, elle est pleine à craquer. Vous avez cette bombe lacrymogène qui atterrit à l'intérieur de cette mosquée. Tout le monde sort en courant, les femmes qui étaient à l'étage, parce que moi je me suis rendu, après l'événement, je me suis rendu là-haut chez les femmes, elles avaient tout laissé
tout laissé sur place, malheureusement. J'ai vu l'escalier aussi qu'elle devait descendre, et c'est là on s'est dit, il y aurait eu un drame. Si des femmes étaient tombées dans cet escalier, il y aurait eu des pompiers, les secours qui s'y étaient arrivés. Je pense que ça aurait été encore pire. Mais c'est vrai que ce soir-là, c'était très dur. De toute façon, c'était impossible de raisonner quiconque. Pour ma part, j'étais simple spectateur de ce qui se passait sous nos yeux, parce que là, c'était très compliqué. C'est vrai qu'on a vu des gens qu'on soupçonnait pas. On arrivait là en termes de colère, donc on pouvait ni dialoguer, ni s'interposer, ni quoi que ce soit. Donc on pouvait juste subir et rester simple spectateur de ce qui se passait, parce qu'on avait touché, encore une fois, à ce qu'il y avait de plus cher pour les personnes ce jour-là, leur religion en plein mois de Ramadan. Et là, quand j'entends ce que tu dis, c'est un lieu comme un autre. On parle quand même d'un lieu de culte, donc c'est un peu énorme. Encore une fois, on n'est pas dans la compassion, on n'est jamais justement dans la compassion envers les gens de ces quartiers-là. Et malheureusement, c'est ce qui fait défaut. Tout à l'heure, vous parliez justement de la rénovation urbaine, de tout le changement. Le problème, c'est que vous amenez un métro, vous amenez un tramway, vous amenez des institutions, vous avez de nouveaux habitants. Mais le problème, c'est qu'on ne se préoccupe pas de l'état d'esprit des gens, on ne s'occupe pas de leurs souffrances, de leurs besoins. On les a mis dans les nouveaux logements, c'est bien, mais là l'hiver arrive. Il y en a beaucoup, ils ne vont pas se chauffer parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Tout est électrique maintenant. Donc voilà, en plus de ça, il y en a beaucoup, on les a relogés dans plus petits. Parce qu'on dit F5, mais le F5 de la Forestière, 120 mètres carrés, c'est plus le F5 de nos jours. Donc les gens, ils ont perdu au change. C'est ça, malheureusement, la tristesse dans ces quartiers-là, c'est qu'on veut faire bien, mais on fait sans les gens, en fait. On ne veut pas savoir ce dont ils ont réellement besoin. Ce sont des architectes sur Paris qui travaillent sur le besoin de nos quartiers. Moi, je vous donne un exemple concret. À Bordeaux, ils ont créé un nouveau quartier. Une fois qu'ils ont terminé de créer le quartier, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'école. Donc voilà, vous avez peut-être 1000 logements, 2000 logements, vous allez installer là des familles, et ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de place pour construire des écoles. Donc encore une fois, c'est des gens, ils ne réfléchissent pas aux besoins quotidiens des gens. Donc voilà, c'est un exemple concret de ce qui se passe malheureusement dans nos quartiers. C'est faire sans nous, quoi, malheureusement. Ouais. Ça, c'est un point très intéressant et on va en parler tout à l'heure. Malamine, tu voulais dire quelque chose ? Non, moi je voulais juste revenir par rapport à la rénovation urbaine, comme dit Samir. Nous aujourd'hui, Montfermeil, ça a complètement changé. Donc moi je suis fier de ma ville. Je suis fier de quand je marche dans Montfermeil. Je vois mes enfants qui jouent dans un cadre juste magnifique. Le stade de foot qui est complètement changé. Les aires de jeu. Du coup, on va en reparler. On va revenir sur ça. Là, on va juste lancer une petite vidéo. Gulcé, je te laisse. Ouais, justement, cet épisode, ça a fait beaucoup réagir la classe politique, notamment Sarkozy, qui lui a tout de suite pris la défense des policiers en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque. Et comme tu l'as dit, Aminata, on va regarder un extrait de la réaction de Sarkozy et justement aussi de ta réponse, toi, Samir, ici présent. Je confirme que c'est bien une grenade lacrymogène qui vient qui est en dotation dans les compagnies d'intervention qui étaient sur place quand Seine-Saint-Denis, c'est plus là. Ce qui ne veut pas dire que c'est un tir qui a été fait par un policier. Si c'est l'arme de la police, c'est que c'est la police qui s'en sert. Donc alors moi, ce que je vais dire pour défendre les jeunes, parce qu'il faut que je les défende quand même, je vais dire que les pierres qui ont été lancées sont bien des dotations des jeunes, mais je ne sais pas si ce sont les jeunes qui les ont lancées. Il y a eu encore des doutes, des suspicions, des choses qui n'avaient pas de sens, qui avaient envoyé la grenade et qui ont contribué probablement à ce qu'on peut appeler l'embrasement. Dans les jours qui suivent. Samir, moi j'ai beaucoup aimé ta réponse dans les médias. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode et comment tu t'es retrouvé à défendre nos jeunes de quartier justement à la télé ? J'ai trouvé la réaction de Nicolas Sarkozy à l'époque absurde. Donc on voit même qu'il se reprend à un moment donné, parce qu'il allait dire la vérité, il s'est repris.
Il a failli dire que effectivement c'est la police qui a failli tirer, mais il se reprend et il sort cette phrase absurde où justement j'ai répondu à l'absurde par l'absurde, il n'y a pas le choix. Donc la grenade était en dotation des policiers, mais on ne sait pas si c'est eux qui ont tiré. C'est grave quand même de dire ce genre de choses. Ça veut dire qu'il n'est même pas au courant qu'il y a des armes de la police qui ils se sont fait voler leurs armes, quoi. Ces fonctionnaires de police, c'est très grave pour eux. Donc voilà, j'ai préféré répondre à l'absurde par l'absurde. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce genre de circonstances. Les révoltes de 2005 ont fait l'objet d'une couverture médiatique impressionnante. Qu'est-ce que ça fait d'être au centre de l'attention tout d'un coup, alors que depuis toujours les quartiers populaires sont oubliés et mis de côté ? Je pense que les médias, ils étaient là pour couvrir l'événement. Ils n'étaient pas forcément là pour savoir ce qui s'était réellement passé. Ce qui les intéressait, c'était toutes ces voitures qui brûlent, tous ces affrontements entre la police et les jeunes. Très peu de médias ont été voir les familles. Très peu de médias se sont intéressés aux habitants de ces quartiers-là. On en a même vu qui sont arrivés en retard, les médias étrangers qui ont demandé, je ne suis pas le seul à en avoir vu ça, payer justement des jeunes pour rebrûler des voitures pour pouvoir avoir les images, soit photos, soit vidéos. Donc ça, les médias étrangers l'ont fait. On a été témoin de pas mal de ce genre de situation. Donc, mais c'est vrai que on peut féliciter, pour ma part, deux médias, France 3 Île-de-France et Le Parisien, qui ont été là au quotidien, qui ont cherché vraiment à savoir ce qui s'était réellement passé, à savoir qui était Ziad Ebouna, leur famille, Métine aussi. Ils ont couvert, ils ont été voir Métine même à l'hôpital carrément, parce que je me souviens d'un article du Parisien et France 3 Île-de-France qui avait été le voir à l'hôpital. Donc voilà, malheureusement c'est toujours pareil, quand les médias débarquent dans nos quartiers, c'est juste pour avoir les images et puis repartir, et on ne s'intéresse pas vraiment aux gens. La seule chose que les médias étrangers ont découvert, c'était dans quelles conditions les gens habitaient dans ces quartiers-là. Malheureusement, ils ont découvert les banlieues françaises, et ça les a choqués, parce qu'ils ne pensaient pas qu'en France on vivait comme ça. Malheureusement, c'est pas Emily in Paris, malheureusement, les gens vivent durement dans ces quartiers-là, et ça, les médias étrangers l'ont découvert à leurs dépens. Je reviens sur ce que Samir disait. C'est vrai que certains médias étrangers ont vu la dure réalité de la population de Clichy-sous-Bois et Montfermeil et se sont dit vraiment si on était en France. Et j'ai toujours cette parole d'un journaliste, quand il est venu, il a dit « Waouh, vous vivez dans ça ?» J'ai dit « Ouais. » Il m'a dit « C'est gratuit ?» J'ai dit non. Il m'a dit ah bon, vous payez? Il était surpris et il disait non, c'est pas possible. Et je lui dis oui, c'est vrai. Et après c'est une politique qui a été voulue, malheureusement, on le sait, avec l'expropriation des biens des personnes, c'est toujours la même chose, les copropriétés, ça s'entend pas. Après, les situations ne font que s'aggraver, c'est pas entretenu, c'est laissé à l'abandon, dans l'objectif que l'État rachète, que les bailleurs s'en mettent plein les poches, etc., etc. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau et ça se répète et ça va se répéter encore. Je suis désolé de le dire, pour certains c'est un business et pour d'autres c'est une dignité. Nos parents ont payé toute leur vie des logements où à la fin ils sont ressortis perdants. Que ce soit au Bosquet, que ce soit à la Forestière, tu voyais des gens qui payaient plus les charges que le loyer. Ils ont tenu, ils ont fait des sacrifices. Il y a des familles qui mangeaient pas parce que, je sais moi, dans la communauté africaine, c'était une honte de se faire expulser. Donc c'était mal vu. Donc tu avais des parents qui malheureusement ne dormaient pas, faisaient deux boulots pour pouvoir payer. Et à la fin, ils se retrouvent dépossédés de ce qu'ils avaient. Donc c'est aussi une forme de violence et ça il faut pas le nier, il faut le crier haut et fort que c'est pas possible que des personnes passent leur vie à pouvoir payer un bien qui au final sont spoliés. Dès le début, les politiciens et les médias ont criminalisé Ziad Ebouna en les accusant d'être des cambrioleurs, des délinquants.
Comment la vérité a finalement éclaté sur les circonstances réelles de la mort de Ziad Bouna? C'est pas les médias. En fait, c'est tu me reprends, Samir, c'est le ministre de l'Intérieur qui a qualifié ça. C'est pas les médias. Et les médias n'ont pas vérifié, ont suivi. Et puis ça a fait boule de neige, etc. Donc il faut se rappeler aussi que c'était un moment propice pour Nicolas Sarkozy parce que 2 ans après c'était les élections. Donc il en a surjoué, il a été dans la provocation et puis ça lui a donné raison puisqu'il a été élu après. Donc voilà. C'est surtout que c'est une stratégie politique à chaque fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de criminaliser les morts de nos quartiers, parce que 2 ans plus tard à Villiers-le-Bel, ils ont tenté la même chose avec les 2 jeunes qui sont morts à Villiers-le-Bel, et ça s'en est suivi en 20 ans. On fait que compter nos morts, malheureusement, et les pleurer. Malheureusement, c'est une stratégie politique que de criminaliser pour... on a l'impression que c'est pour légitimer l'action des forces de l'ordre, à savoir que très rapidement, les médias ont rencontré justement les jeunes qui étaient là aussi avec Ziad Bouna et Mutine dans cette partie de foot. Donc c'est comme ça qu'on a découvert la vérité quand même, puisqu'ils ont expliqué ce qui s'était réellement passé. Après, on n'oublie pas que les familles ont pris des avocats, une instruction judiciaire a été ouverte. C'est toutes ces choses qui ont fait qu'on a su la vérité 10 ans après, lors du procès, malheureusement. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est compliqué, surtout pour les familles, de s'entendre dire que leurs enfants c'était des délinquants et que quelque part on essayait de légitimer l'action de la police. Mais c'est pas une surprise pour nous parce que c'est un réflexe de toujours criminaliser le défunt pour pouvoir justement malheureusement légitimer leur action. Sur Clichy et Montfermeil, les nuits d'émeutes ont duré à peu près une dizaine de jours. Mais les révoltes ont continué dans les villes voisines. Selon vous, pourquoi les villes voisines ont aussi eu ces révoltes? Juste apporter une correction, c'est pas des nuits d'émeutes, c'est la correction que j'ai toujours apportée au niveau des médias, c'était des soirées. Vous savez, à 23h, minuit, il ne se passait plus rien. Donc prétendre qu'il se passait des nuits d'émeutes, on a l'impression jusqu'à 7h du matin, il y avait des affrontements. Non, c'était uniquement des soirées d'affrontements, de poubelles qui brûlent, de voitures qui étaient incendiées. Mais très rapidement, quand on passait la nuit dehors, et c'est ce qui était notre cas à tous les trois, on arrivait rapidement à les faire rentrer chez eux. Donc déjà, juste cette petite correction lexicale, dire des nuits d'émeutes, non, c'était de simples soirées où il n'y avait pas forcément de réels affrontements, parce que j'ai pu voir parfois les images qui étaient diffusées à la télé, et vous savez, des fois vous avez on filme la voiture en train d'être incendiée, en train d'être éteinte par les pompiers, et ça carcasse au final. En fait, vous avez l'impression d'avoir vu 3 voitures, mais en fait, c'était la même. Donc les médias, eux aussi, ont propagé, justement. Vous dites pourquoi ça s'est propagé dans les villes voisines, c'est aussi à cause des médias. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on ne donnait plus les chiffres des voitures incendiées, on ne donnait plus les chiffres des affrontements entre les jeunes et la police, mais quelque part, ces jeunes se sont reconnus dans Ziad Bouna, dans cette mort tragique. On connaît tous dans un quartier quelqu'un qui est décédé ou qui a eu un problème d'un contrôle qui a dérapé. Donc c'est ce qui a fait que justement par solidarité certains quartiers se sont embrasés. Donc voilà, nous on a fait le nécessaire. Donc 3-4 soirées d'affrontements et d'incendies de voitures, mais on a fait le nécessaire pour retrouver le calme, justement pour qu'on en revienne à l'essentiel, la mort de Ziad Bouna. Tu peux y aller si tu as... Non, je disais juste que les problématiques, elles se ressemblent, elles sont pareilles. Donc forcément, les gens se sont vus à travers la mort tragique de Ziad Bouna, mais surtout à travers aussi les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Comme j'ai dit, c'était une colère et une frustration que les gens exprimaient. Après ces révoltes, il y a eu un autre combat,
le combat politique et judiciaire. Ahmad, toi tu as l'initiative de l'association ADM, Au-delà des mots avec Samir, et qui est aussi cofondateur de Assez le feu. Comment vous avez accompagné les familles pendant cette période de procès? Vas-y. On a essayé d'être présent quand ils en avaient besoin. C'est aussi un petit peu le principe de cette association. Ça a été très compliqué, surtout au départ, quand vous avez des non-lieux qui sont annoncés par le tribunal de Bobigny. Donc voilà, on a essayé de les accompagner jusqu'à la cour d'appel, jusqu'à la cour de cassation, et enfin la délivrance, quand on sait qu'il y a un procès qui allait avoir lieu. Malheureusement, il a eu lieu à Rennes. Ils ont délocalisé compte tenu de tout ce qui s'était passé à l'époque. Donc à travers Au-delà des mots, on a essayé de les accompagner jusqu'à Rennes. Ces familles n'avaient rien demandé, donc pour nous, la moindre des choses, c'est qu'elles n'aient rien à payer. On a fait le nécessaire justement pour payer le transport, l'hébergement, la nourriture sur place. Même Monsieur Benna, qui est revenu de Tunisie pour le procès, on a fait en sorte de payer son billet d'avion pour qu'il n'ait rien à sa charge. Donc voilà, on connaissait la solidarité dans le quartier, dans nos quartiers. Donc voilà, c'est ce qu'on devait faire. Pour nous, c'était normal de le faire. Donc voilà, il n'y avait même pas à réfléchir. Si on devait aller à Rennes ou à Marseille ou nulle part ailleurs, on aurait fait la même chose. Donc voilà, on a essayé de récolter de l'argent, lancer une cagnotte, aller récupérer des sous chez des gens qui avaient à cœur de nous aider. Donc voilà, on a fait le nécessaire pour qu'on puisse aller à ce procès et que les familles n'aient rien à débourser. Est-ce que c'était une évidence pour les familles d'obtenir justice ou ils étaient totalement résignés? Non, ils n'étaient pas résignés. On avait quand même un espoir d'aller jusqu'au procès. Donc voilà, on n'a pas lâché l'affaire. Les avocats étaient là aussi et on les a remerciés. Maître Mignard et Maître Torjman, qui ont toujours été aux côtés des familles, qui ont fait le nécessaire jusqu'au bout. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit on est en train de lutter contre une machine de justice assez compliquée. Mais donc voilà, on ne perd pas espoir. On essaye de garder la tête haute. C'est ce que ces familles ont fait pendant 20 ans, de la fierté, de la dignité, et on se devait de les accompagner. En 2007, les deux policiers ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulé le procès ? Le procès à Rennes, sincèrement, c'était très compliqué par rapport à ce qu'on a pu entendre ou voir, surtout les échanges radio. Justement, c'est là où pour les familles, elles ont entendu la première fois les échanges radio où on entend clairement que les policiers, un des policiers voit les jeunes enjambés et qui dit clairement, et je pense que c'est là où les familles se sont effondrées. Je les vois enjamber le mur de la centrale électrique, je donne pas cher de leur peau. Donc c'est là où justement ça a été très compliqué de soutenir les familles. Elles étaient vraiment effondrées par rapport à ce qu'elles venaient d'entendre. Donc ça a été 5 jours très, très compliqués pour nous, surtout d'entendre les propos de Maître Vichra, donc l'avocat des fonctionnaires de police. Et ce qui nous a énormément heurté, on avait l'impression qu'on a repoussé le procès au maximum, et ils sont venus, et au lieu de juger ces fonctionnaires de police sur ce qui s'est passé ce 27 octobre, et donc la non-assistance à personne en danger, on nous a dressé un portrait de fonctionnaires de police qui ont évolué au sein de la police. Donc il y en a un qui est devenu spécialisé dans la BAC, l'autre elle est partie à la Courneuve pour faire ce qu'elle a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire la brigade montée, les policiers à cheval. Donc voilà, on nous a dressé le portrait de 2 fonctionnaires de police qui avaient rien à se reprocher, qui ont évolué, qui ont un très beau plan de carrière. Mais ce 27 octobre 2005, on ne peut pas prétendre avoir fait correctement son travail quand le bilan de votre journée, c'est 2 enfants qui sont morts et un 3e qui est grièvement blessé. Donc ça a été très compliqué à entendre ce genre de choses, de nous dresser le portrait de 2 fonctionnaires de police à la carrière irréprochable. Quand bien même leur carrière pendant ces 10 ans elle était irréprochable, on était là pour les juger sur ce 27 octobre 2005, pas sur les 10 ans de carrière. On va justement écouter un extrait des enregistrements dont vous parlez à l'instant.
remonte sur le chemin des postes, un parc en haut de Servetterie. Des individus sont localisés. Ils sont en train d'enjamber pour aller sur le site EDF. Faudrait cerner le point. Pour la première fois, en fait, on a entendu les échanges radio, et ça, c'était très, très, très dur à entendre. On prend un gros coup sur la tête parce que là, on se dit, ah ouais, quand même, 10 ans, et ça fait 10 ans, et comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu tout ça, qu'on n'a jamais... Je me rappelle d'avoir regardé toute l'assistance, de regarder en direction des familles, beaucoup étaient en pleurs. On se replongeait, en fait, 10 ans en arrière, et on revivait, en fait, la scène. Réitérer la fin du message. Je pense qu'ils sont en train de s'introduire sur le site EDF. Donc il faudrait ramener du monde pour qu'on puisse cerner un peu le quartier, quoi. Ils vont bien ressortir. En entendant ces échanges, c'est très compliqué de se dire à ce moment-là, vos enfants vont bientôt mourir et que personne ne fait rien. Ensuite, il y a une coupure, un grésillement. En même temps, s'ils entrent sur le site EDF, je donne pas cher de leur peau. La phrase, elle est grave, c'est-à-dire on ne donne pas cher à leur peau. Ça veut dire on s'en fiche. Qui crèvent, c'est ça ou non? Pour moi, c'est ça. Ce sont des jeunes quand même. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça blesse, et ce mot-là, ça blesse. Pour ma mère aussi, moi j'étais avec ma mère, ben, je peux vous dire qu'elle-même, elle était choquée, quoi. Elle était choquée, des choses qu'elle ne savait pas. Et... Ça me fait mal, oui, ça m'a fait mal, oui. Je pense que vous avez déjà entendu ces enregistrements. Toi, Samir, on a pu avoir un petit peu ta réaction dans le documentaire. Mais vous, qu'est-ce que ça vous a fait la première fois où vous avez entendu ces enregistrements? La première fois que j'ai entendu ces enregistrements, c'est plus des potes à moi qui étaient aussi sur le terrain à l'époque, qui étaient révoltés. Certains jeunes, c'est là qu'ils m'ont clairement fait comprendre. Tu faisais le médiateur, et t'as entendu ce qu'il dit à la radio. Ça, c'est la phrase qui m'a été beaucoup reprochée, parce qu'il y a eu beaucoup de débats entre nous, entre ceux de ma génération, où moi je disais c'est vos petits frères, il faut les faire rentrer. Pourquoi c'est à moi de faire rentrer vos petits frères à votre place? On me disait arrête de faire le... À l'époque, il y avait Kerry James qui faisait pas mal de morceaux positifs. Dès qu'il me disait arrête de faire le Kerry James, arrête de faire le médiateur. T'as très bien entendu ce qui s'est dit là. Ils ont fait exprès, donc arrête de nous fatiguer. Ça, c'est la phrase qui est beaucoup revenue quand il y a eu un débat entre moi et mes potes ou entre moi et certains jeunes. Et toi, Ahmad? Moi, j'ai été choqué. Et comme disait Samir, pour ces policiers, il n'y a pas de quoi être fier. Ils ont passé une mauvaise journée et ils ont mal fait leur travail. Donc voilà, c'est dur à encaisser, mais on n'a pas le choix. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est quand on entend les propos, les individus, on ne parle pas d'individus, c'est deux adolescents, c'est deux enfants qui sont là-dedans, enfin 3. Venez, on va les cerner. Encore une fois, on n'est pas dans le secours. Il y a 3 enfants dans une centrale électrique. À aucun moment, ils ont appelé EDF pour couper le courant. À aucun moment, ils les ont appelés pour leur demander de sortir, qui risquaient rien, enfin, qui risquaient plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, encore une fois, on est dans la répression, encore une fois, au lieu d'être dans la prévention, se dire que ce sont des enfants, quoi qu'ils aient fait, ils n'ont rien à faire dans cette centrale, faisons le nécessaire pour les secourir. Donc voilà, encore une fois, quand on entend ces propos, ça c'est dur à supporter. Hein. Et moi, quand j'entends le père de Zied parler dans ce reportage, franchement, ça me brise le cœur. D'entendre ça, le pauvre qu'il est dû entendre ça, que la mère de Bouna ait dû entendre ça, que la vie de leurs enfants valait rien.
fallait juste les appréhender en tant que délinquants, ces individus, ramener du monde, on va cerner le coin, on va essayer ils vont bien sortir. Donc encore une fois, on n'était pas là pour les secourir, on était juste là pour les appréhender en tant que délinquants. Après 10 années intenses de procès, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on apprend que les policiers ont été relaxés? Quelles ont été vos réactions et celles des familles? Je reprends le slogan d'Ahmad, hein, mort pour rien. Donc voilà, on a essayé d'aller jusqu'au bout, on a respecté les règles de la République, celles qu'on nous a appris à respecter. Donc voilà, on a été jusqu'au procès et encore une fois, on s'est rendu compte qu'on n'a pas pris en considération le fait que les familles étaient des victimes. Parce que là, avec cet acquittement, il n'y a plus de victimes en fait, parce que les fonctionnaires de police n'ont rien à se reprocher. Et voilà, on était dégoûtés, hein, excusez-moi le terme, mais on était dégoûtés ce jour-là. Je me souviens, on est sorti de la salle du tribunal, on s'est rendu dans une salle à côté où on avait l'habitude de se réunir et je crois qu'on est resté une demi-heure avec les avocats, les familles, les proches. On est resté une demi-heure sans parler. Chacun était dans son coin en train de réfléchir sur ce qu'on avait entendu. Et donc voilà, ça a été très très compliqué, très très lourd à supporter. Se dire 10 ans de combat, pour nous, au vu de tout ce qu'on avait entendu dans les retranscriptions radio, tout ça, on s'est dit, voilà, ces personnes, forcément, elles ont quelque chose à se reprocher, elles ont failli à leur tâche en tant que fonctionnaires de police, mais non, apparemment, ils n'avaient rien à se reprocher. Bilan de cette journée, 2 morts, une 3e grièvement blessée, mais circulé, il n'y a rien à voir. Je sais que Assez le Feu a été l'initiative d'un cahier de doléances après ce drame. Ce cahier recensait la parole des Clicchois et des Montfermeillois et des gens de quartiers populaires. Ce cahier a été quand même un élément marqueur, voire un symbole de 2005. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ça? Comment ça a été pensé par exemple? Et surtout, est-ce que ça a permis des prises de conscience et des actions de la part des politiques? Vas-y. Ce cahier de doléances, on revient un petit peu aux révoltes sociales, on revient sur le terme révolte, donc en tant que républicain, on est retourné en 1789. Les révoltes de l'époque avaient donné lieu à des cahiers de doléances, justement, donc on est parti sur cette thématique, à savoir ce dont avaient besoin réellement les habitants de nos quartiers, quelles étaient vraiment leurs problématiques. Parce qu'à l'époque, la seule problématique qui était mise en avant, et 20 ans après, c'est toujours la même, hein, c'est l'insécurité, c'est l'immigration, c'est l'islam. Donc malheureusement, déconnecté de la réalité du terrain. Donc on voulait justement reconnecter nos politiques au terrain. On a essayé de servir d'intermédiaire. Donc c'est vrai que ce Tour de France, aussi bien dans les quartiers que dans les campagnes. On n'a pas été que dans les quartiers compliqués, on a aussi été dans les campagnes et rencontré les gens qui vivaient la précarité. 20 000 cahiers de doléances qui ont été condensés dans un petit rapport et ce qui en sortait, c'était premier thème que les gens mettaient en avant, c'était la discrimination. C'était pas l'insécurité, hein, parce qu'il faut savoir, l'insécurité c'est un sentiment, c'est abstrait. Donc dire je suis en insécurité, même chez toi tu peux être en insécurité. Donc voilà, les gens, ce qu'ils mettaient en avant, c'était justement la discrimination, c'est l'emploi et le logement. Donc c'était les grosses difficultés majeures qui ressortaient de ces cahiers de doléances. On a donné ça à nos politiques, justement, à travers une marche, à travers la rencontre des sénateurs et des députés. Mais encore une fois, on s'est rendu compte que même quand on leur apporte des solutions et qu'on leur fait un constat à leur place, où il y a juste justement à mettre en place les solutions à ces problèmes, ça les intéresse pas. Parce qu'il faut pas oublier que les politiques se jouent de nos quartiers. C'est ça le problème. Pendant longtemps, on peut le dire clairement, l'insécurité, ça a servi la droite. Et la précarité, ça a servi la gauche. Donc pendant de nombreuses années, le PS, c'était restez à votre place, on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Et dernière présidentielle, quand on voit que le PS a fait
moins de 2%. Donc c'est là où justement, quand vous parliez d'éveil citoyen, c'est là qu'est l'éveil citoyen, c'est que dans la plupart des mairies, un petit peu de nos quartiers, les gens se sont pris en main, les gens ont décidé de faire de la politique. C'est ce qu'on disait à l'époque, hein, si tu fais pas de politique, la politique elle s'intéresse pas à toi. Voter, c'est exister. Donc si tu veux avoir un quelconque intérêt auprès des politiques, il faut avoir une carte d'électeur, et puis à un moment donné, il faut se lancer aussi en politique. Et puis quand on voit un petit peu la diversité qui est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, la diversité qu'il y a dans nos mairies, donc voilà, on peut que être fier d'avoir mis un petit peu le pied à l'étrier à de nombreuses personnes, et puis voilà quoi, on espère que ça va continuer et que les solutions, je pense qu'elles viennent surtout du point de vue local, les solutions elles viennent de nous-mêmes. 20 ans après les révoltes, les journalistes sont venus en masse dans nos villes pour constater un petit peu ce qui avait changé depuis 2005. Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis ? Et toi, Malamine, qui a toujours travaillé pour la municipalité, est-ce que tu vois des changements concrets depuis 2005 ? Bien sûr. Donc du coup, moi, 20 ans après, mais en tout cas, mon quartier, ma ville, elle a complètement changé. Ce qui est malheureux, c'est qu'il fallait la mort de jeunes pour accélérer les choses. Parce qu'on dit que le plan Borloo a été voté en 2004, mais 2005, ça a vraiment accéléré les émeutes de 2005, ça a vraiment accéléré les choses. Du coup, oui, aujourd'hui, mon quartier, comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a 20 ans, on jouait dans des poubelles, aujourd'hui, on joue dans des aires de jeu. Il y a 20 ans, les parents étaient à la maison, les enfants dehors. Aujourd'hui, au Bosquet, tu as les parents et les enfants dans des aires de jeu qui sont ensemble. Il y a 20 ans, on jouait dans un complexe sportif qui était détruit, limite. Terrain en sable. C'est tombé. 20 ans après, on a un complexe sportif qui est magnifique. La mentalité a changé aussi. En tout cas, au Bosquet, la mentalité a changé. Il y a beaucoup plus de gens qui sont éveillés, comme disait Samir, ont pris une conscience. Ont pris conscience qu'il fallait s'occuper aussi des enfants. Il y a 20 ans, autour des terrains, il n'y avait pas de parents. Les jeunes, ils allaient tout seuls au stade. Aujourd'hui, autour des terrains, c'est blindé. Tous les parents sont présents, accompagnent leurs enfants. Donc il y a eu quand même du positif. Malheureusement, il y a 2 morts pour qu'il y ait tout ce changement-là. Et c'est ça qui est dommage. Sinon, aujourd'hui, moi, je suis fier de ma ville. Il y a un nouveau service jeunesse qui a ouvert juste après 2005 en 2007. Donc on est passé des gymnases où on était à 100 dans les gymnases, un service jeunesse tout refait. Il y a 20 ans, on ne faisait pas forcément de séjours. Aujourd'hui, on fait des séjours qui ne coûtent pas cher. Je peux vous dire, au service jeunesse, on fait partir pas mal de jeunes dans différents endroits pour 30 €. Alors qu'il y a 20 ans, c'était pas possible. Il y a 20 ans, j'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, j'ai mes enfants. Donc, tous ceux que j'ai vus au centre de service jeunesse, ils ont évolué. Je peux citer ton mari, par exemple. Donc, voilà, je l'ai eu à l'Espace J. Aujourd'hui, il est père de famille. Pour moi, c'est une fierté. Il y a 20 ans, les jeunes, ils venaient pas nous voir forcément avec des projets. Aujourd'hui, il y en a qui viennent avec des projets. Quand je vois Ousmane Ly, qui a commencé la vidéo, aujourd'hui, on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a 20 ans, là, il était sur le terrain avec sa caméra en train de filmer les émeutes. Aujourd'hui, il a réalisé le film des Misérables. 20 ans après, on va dire quelques années après. Non, il y a eu vraiment un changement positif. Et j'ai même envie de dire que oui, la mort de Zédé Bouna, ça nous a touchés, ça nous a fait mal, ça a mis tout le monde en colère. Mais aujourd'hui, ça permet aujourd'hui de changer les choses. Et je peux dire bravo aux associations, à la municipalité. On fait le boulot derrière. En tout cas, pour Montfermeil, je parle. Ici, c'est autre chose. C'est pas assez les Bosquets x10. Donc, du coup, ça demande plus de boulot, plus de travail. Mais moi, je préfère être positif encore et donner toujours l'espoir à tous ces jeunes
de dire que oui, il faut travailler. Oui, on a vécu dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, nous, on est là. Donc vous avez la chance d'être dans des meilleures conditions que nous. Donc il faut aller de l'avant, il faut travailler, il faut donner espoir à tous ces jeunes de s'en sortir. Voilà. Du coup, toi, tu es très positif. Ahmad et Samir, vous suivez ou est-ce que... Bien sûr qu'il y a du positif, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de positif. Après, moi, je suis un peu plus nuancé, pas sur la rénovation urbaine, hein. Sur le PRU, je pense que ça a été plus ou moins bien réussi, qu'on a vu un grand changement sur le quartier des Bosquets, qui a laissé place à des bâtiments qui ont été rénovés, mais à des bâtiments flambant neufs. Et surtout, quand on arrive sur le Haut Clichy, quelqu'un qui n'est pas venu pendant des années, il va forcément apprécier cette mutation urbaine qui est agréable à voir et qui a été bien pensée, je pense. Ensuite, pourquoi je dis nuancé? Parce que il ne faut pas que ça devienne, comme j'ai dit, une gentrification où la population qui est censée vivre là et qui a subi tous les désagréments, qui a été à l'origine de ce changement, ne voit pas sa place. C'est-à-dire qu'elle soit remplacée par une autre population un peu plus aisée. Et c'est ce qui se passe parce que les logements flambant neufs, ça a quand même un prix du loyer. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'habiter dans ce logement-là. Donc, est-ce qu'on va déplacer le problème encore une fois et le retrouver un peu plus loin? Ou est-ce qu'on va réussir à avoir cette politique... ce qu'on souhaite, c'est-à-dire l'équilibre avec des personnes qui ont grandi ici, qui peut-être n'ont pas les moyens de se loger dans des logements neufs et d'avoir cet équilibre social qui va permettre justement que, comme il dit, que ce soit une réussite urbaine et aussi sociale, parce que c'est important, je pense. Non, c'est vrai qu'il faut continuer à être positif. Hein. Comme l'a dit Malamine, on est devenus parents depuis. Hein. Moi-même, j'ai 2 filles, donc c'est vrai qu'on peut être que positif pour essayer d'aller de l'avant, mais c'est surtout dire à ces jeunes, mais aussi à ces moins jeunes, d'être acteurs de la vie, de la ville. Donc on ne peut pas juste être spectateur et attendre. Et il faut s'impliquer, que ce soit dans une asso, que ce soit s'impliquer en politique, ne serait-ce que quand vous votez, arrêtez de voter à l'affect. On vote sur un programme, on vote pas sur une personne. On sait ce que ça nous a valu pendant toutes ces années. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le PS, pendant des années, nous ont endormis avec votez pour nous, on fera voter vos parents. Vous savez, avec le programme, on fait voter au municipal les personnes étrangères. Pendant des années, ils nous ont endormis avec ça, malheureusement. Et quand François Hollande a pris le pouvoir, il a dit non, mais je peux pas mettre ça en place. Il me faut le 3/5 du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais à l'époque, il avait déjà pas les 3/5 de toute façon, parce que tout le Sénat et l'Assemblée nationale étaient à droite. Donc encore une fois, vous voyez, c'est pas juste se dire oui, il est de gauche, donc c'est bon pour nous. Non, faut vraiment se pencher sur la question, ne pas voter sur la fête, mais vraiment voter sur un vrai programme. Et du point de vue municipal, quand les choses elles sont pas mises en place, il faut contester, quoi. Vous êtes là pour une chose. Enfin, c'est nous qui vous avons mis en place. Donc là, il manque certains points qui n'ont pas été des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est vrai que les promesses, ça n'engage que ceux qui les croient. Mais à un moment donné, une promesse de campagne, voilà, si tu tiens pas ta promesse, les élections prochaines, tu dégages. Donc c'est ce qui s'est passé justement sur ma ville, hein, parce que depuis j'habite à Aulnay-sous-Bois, mais il y a eu un maire PS qui a fait pas mal de promesses, hein, qui les a pas tenues. Les élections d'après, il a sauté, il a fait qu'un seul mandat. Donc voilà, à un moment donné, faut être exigeant envers nous-mêmes du point de vue des politiques. Il faut être exigeant, comme ça on se rend compte qu'ils feront un peu plus attention à nous. Moi, je voulais juste rejoindre Samir sur... je pense que c'est la proposition de faire voter les étrangers qui sont là ou pas, c'est ça? Et je pense que c'est une belle idée, que c'est dommage qu'on ne l'a pas mis en place, parce que des personnes qui vivent pendant 10 ans ou 15 ans dans une zone devraient avoir, dans une ville, devraient avoir quand même leur mot à dire. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire de 2005 est connue des jeunes générations sur Clichy et Montfermeil?
Nous, les parents, on essaie de faire ce relais pour pas que l'histoire soit oubliée. Après, il faut rappeler que avec l'histoire de Naël, ça a poussé aussi les gens à comprendre aussi les émeutes de 2005. Et ça nous dit aussi qu'il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas réglées et qui restent à régler pour pas justement revoir les mêmes scènes de violence qu'on a vues en 2023 avec la mort tragique de Naël. L'histoire se répète, jusqu'à quand? Donc ça, c'est la question. Ensuite, ça permet justement à travers l'histoire de Ziad Ebouna et de Naël de mobiliser les jeunes, de leur dire que c'est eux qui sont concernés. Je pense que je parle de nous, on a fait du chemin et que la jeune génération doit saisir l'opportunité de mieux se mobiliser, de mieux jauger, comme il dit, les projets sur lesquels ils doivent s'engager, parce que ça leur appartient. Nous, on sera là, si on le peut, pour pouvoir les épauler, pouvoir donner nos petits conseils. Voilà, je pense que cette génération a une histoire à écrire comme la nôtre. Nous, on a fait nos petits pas. On espère que des grands pas viendront derrière et ceux de nos enfants. Justement, en parlant de la jeune génération, lundi dernier, j'étais devant le lycée Alfred Nobel. Et en fait, il y a les lycéens qui manifestaient justement. Et ils revendiquaient qu'on ne les écoute pas, qu'ils se sentent délaissés et qu'ils ont peur pour leur avenir. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, 20 ans après, on retrouve ces mêmes revendications, ces mêmes luttes? Parce qu'on a soigné la plaie, on n'a pas soigné le problème, on a mis un pansement. On s'est dit, on sait que ça va sentir, mais on laisse quand même comme ça. Après, c'est à eux de s'organiser, c'est à eux de faire avec les moyens de communication qu'ils ont, de pouvoir se lever, de ne pas se laisser faire et de pouvoir être force de proposition. Et malgré que la conjoncture actuelle, ça va être très très dur. Je pense que les années qui sont devant nous, ça va être très très dur. Moi, je peux le voir au sein du marché, en voyant les gens à la fin, le 20 du mois, ils n'ont pas de quoi manger ou ils mangent qu'un repas par jour. Donc il y a d'autres problématiques qui vont venir et ça va pas être facile à gérer. Donc voilà. Donc les jeunes, ils ont tout à fait raison de pouvoir se révolter. Et voilà, c'est des citoyens à part entière et pas complètement à part. Ils sont complètement dans leurs droits. Moi, je dis tout simplement qu'ils peuvent se révolter, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de moyens de communication maintenant pour se révolter. Il y a beaucoup de choses. On a vu qu'en 2005, malgré les poubelles, malgré tout qui a été cramé, les policiers ont été relaxés. Donc qu'ils n'allaient pas se foutre dans une galère. On a nombreux de poubelles, on faire les révoltes comme on a pu le faire en 2005. Ils peuvent le faire autrement. Se réveiller, se mobiliser, s'organiser, faire des choses, aller se faire entendre. Mais autrement que brûler des poubelles, pour moi, c'est pas la bonne solution. Voilà. Concernant vos associations et vos rôles respectifs, comment faites-vous pour éviter que ce qui s'est produit en 2005 se reproduise aujourd'hui? En fait, on a l'impression que sur Clichy et Montfermeil, les associations se tournent beaucoup vers le loisir, mais en tout cas, pas à ma connaissance, on n'a pas l'impression d'avoir des associations qui accompagnent les jeunes qui ont subi des violences policières, par exemple. Comment vos associations accompagnent les jeunes Alors moi, je ne suis pas forcément dans une association, je suis plus à la mairie. Donc du coup, il y a une prise de conscience depuis tout ce temps. Dès que ça commence un peu à prendre feu, ce qui se passe, c'est que nous, la municipalité, on a différents services. On s'appelle, avec l'accord du maire, bien sûr. On va sur le terrain. C'est nous qui sommes au quotidien avec les jeunes en faisant du loisir. Je pense qu'on est mieux placé à parler avec les jeunes pour les calmer. Donc pour l'histoire de Théo, on est sorti pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions. Il y avait le service des sports, le service jeunesse, tous ceux qui sont en lien avec les jeunes. Donc du coup, on est sur le terrain pour essayer de désamorcer un peu les choses.
Pour l'histoire de Naël, pareil, on s'est mobilisé, on est parti parler aux jeunes, on a discuté avec eux. On n'a pas empêché les jeunes à cramer quelques voitures, mais avec le temps, on a échangé avec eux. Et derrière, on a fait aussi une réunion avec tous ces jeunes et le maire, parce que le maire aussi voulait les écouter pour essayer de comprendre comment il pouvait les aider. Du coup, on a accompagné même certains jeunes pour l'emploi, pour essayer de les accompagner le mieux qu'on pouvait. Mais après, encore une fois, je vous le dis, moi, tout le temps, je leur dis, on n'a jamais rien sans rien. Il faut se battre pour aller chercher les choses. Mais dès qu'on sent que ça commence à prendre feu, on se mobilise tout de suite. Moi, je suis responsable de la médiation sur la ville. Du coup, on se mobilise, on essaye de parler, d'échanger, de discuter. Mais après... il faut dire que nous, aujourd'hui, on n'est plus sur le terrain, on n'est plus dans la rue. Ces jeunes qui subissent aussi les jeunes, des contrôles de police à chaque fois. On ne peut pas le vivre, nous on l'a vécu il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est eux qui vivent les choses. Et c'est à eux de se mobiliser, de se faire entendre autrement. Mais du coup, il y a possibilité d'être accompagné. Où peut se tourner un jeune qui a subi une injustice avec la police Est-ce que la police est aussi sensibilisée sur ces questions? Parce que du coup, c'est toujours les jeunes qu'on calme, c'est toujours les jeunes avec qui on discute, mais la police... En tout cas, la police nationale, pas trop. Mais en tout cas, la police municipale, nous, on est en lien avec la police municipale. Il n'y a pas si longtemps, on a même fait un débat avec les jeunes sur le refus d'intempérer. Parce que ça, on voyait ça par rapport à l'histoire de Naël. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a appelé le responsable de la police municipale qui est venu pour essayer d'échanger avec les jeunes. On essaie de faire des petites choses. Je ne vous dis pas qu'on est les meilleurs, mais on peut toujours mieux faire. Mais après, au sein de l'SN nationale, c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais au sein de notre petite ville, comment nous, on peut gérer les choses pour essayer de calmer un petit peu les tensions, on va le faire. Mais tout peut partir en cacahuète d'une minute à l'autre. Ça, on n'a pas la maîtrise, malheureusement. Mais après, quand vous posez cette question, justement, qu'est-ce que doivent faire ces jeunes lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de fonctionnaires de police? C'est pas du domaine de l'association. Là, on est directement du domaine de l'IJPN. Donc, c'est la police des polices. Faut déposer plainte. Faut arrêter de se dire ça sert à rien. Parce que si on est 10 à déposer plainte contre un même fonctionnaire de police, je pense que là-haut, à l'IJPN, ça fait réfléchir, ça déclenche une alarme. Faut peut-être se pencher sur le cas de ce policier. Donc voilà, c'est pas les associations, elles peuvent éventuellement orienter. Mais moi, ce que je dirais à tous ces jeunes, c'est l'IJPN. Le moindre problème que vous avez, faut s'orienter vers les institutions directement. Maintenant, vous n'avez même plus besoin de vous déplacer, vous pouvez porter plainte en ligne. Donc voilà, et après, on vous rappelle, maintenant, vous êtes confronté un peu à un fonctionnaire de police, on va vous dire oui, mais au commissariat, on ne prendra pas votre plainte, vous dirigez vers la gendarmerie. C'est des institutions qui ne se supportent pas en fait. Donc voilà, vous avez d'un côté l'armée, de l'autre côté le ministère de l'Intérieur, même si ça a été rattaché à l'armée, mais il y a quand même des frictions entre les deux. Donc moi, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est l'IJPN, aller porter plainte dans une gendarmerie. Donc voilà, mais en tant qu'association, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Là, vous êtes confronté à une institution. Donc le seul moyen de combattre une institution, c'est d'aller voir une autre institution, donc à savoir l'IGPN, qui est la police des polices, qui est garante justement du bon travail de ces fonctionnaires de police. 20 ans après, certaines figures sont devenues les principaux porte-parole de la mémoire de 2005, mais certains habitants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil estiment que cette histoire a servi les intérêts de quelques-uns, ou que certains se sont même appropriés cette mémoire. Est-ce que vous comprenez cette critique ? Moi, je dirais qu'il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Vous voyez, c'est facile de critiquer, d'être spectateur et de critiquer. Malheureusement, oui, on peut pas en vouloir, même si d'un regard extérieur, on peut se dire oui, ils ont profité. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut s'impliquer en politique, il n'y a pas le choix. Donc si c'est pas eux, c'est un autre. Donc faut éviter de rester dans la simple critique. C'est aussi le problème dans nos quartiers. Quand on fait rien, on vous accuse de rien faire, et quand vous faites quelque chose, on vous accuse d'en tirer bénéfice. Donc
Après, il faut juste savoir mettre le curseur au bon endroit entre servir l'intérêt général et servir son intérêt. Mais c'est vrai que malheureusement, et ça c'est pas accrédité que aux gens de nos quartiers, hein, on voit bien que quand on voit toutes les mises en examen pour abus de biens sociaux et détournement de fonds dans le milieu de la politique, c'est courant. Donc c'est vrai, c'est juste savoir où mettre le curseur pour quand vous décidez de faire le pas de faire de la politique, c'est à quel moment vous êtes là pour servir l'intérêt général et à quel moment vous êtes là pour servir votre intérêt. Donc c'est assez compliqué. Mais rester là juste à critiquer, ne rien faire, je suis pas trop pour cette politique-là. Ouais, moi, c'est une phrase qui est beaucoup ressortie de ma génération. C'est vrai que après 20 ans, quand on a vu pas mal d'infos, pas mal de choses qui sont passées à la télé, j'ai eu pas mal de snaps qui ont dit ouais, il y en a qui sont là, ils sont bien servis de 2005 pour essayer de s'en sortir, pour essayer de donner se montrer un petit peu. Ça m'a fait ticter quand même que ouais, c'est vrai, ceux qui étaient vraiment au cœur des émeutes, au cœur des problèmes, n'étaient pas forcément ceux qui avaient la parole, pas tout le monde. Sur 10, il y en a peut-être 4 ou 5 qui ont la parole. Les autres, c'est des gens qui ont repris des choses. Et ça, c'est une réalité parce que j'ai fait un débat il n'y a pas plus tard que... Il y a 2 semaines, avec un pote à moi qui a mis un message long sur Snap où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non mais tu vois pas tout ce qui se passe à la télé. Je dis malheureusement moi je regarde plus de la télé. Du coup je sais même pas ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de récupération par rapport à des bonus, ça c'est une réalité. Mais après l'essentiel pour nous c'est qu'on a eu aussi des vrais gars de Clichy et de Montfermeil comme Samir, comme Ahmad qui ont été là, qui ont fait les choses. Et pour moi je préfère voir le côté positif que ceux qui sont là pour récupérer, pour essayer de se donner un rôle de 2005. Voilà. Merci pour ce temps de parole que vous nous avez accordé. Maintenant, j'aimerais me tourner vers le public pour savoir si vous aviez des questions et même des questions pour nos invités après cette longue discussion. On peut mettre la lumière sur le public parce qu'on ne les voit pas trop. Merci beaucoup. On a tout dit alors. Je pense aussi. 0 question? Il n'y a rien qui vous... Ouais. Parce qu'on a abordé pas mal de sujets. Oui, on a une question ici. Moi, c'est fort. Je ne sais pas si c'est une question ou pas, mais c'est vrai que quand du coup, j'ai suivi le projet, c'est vrai que durant les révoltes, c'était le Ramadan. Et c'est une période qu'on n'entend pas parler. Et je sais pas, j'aimerais savoir pourquoi on n'entend pas parler de cette période-là. Bon, moi, je suis musulmane, pour moi, c'est hyper important, cette période-là. Et c'est vrai que, du coup, quand il y a eu ce qui s'est passé à la mosquée, je me suis dit, oui, c'est grave, mais quand c'était en période de Ramadan, c'est encore plus grave. Et je me dis, la période où tout s'est passé, c'est hyper grave, parce que je me dis, ça a changé énormément de choses. Si c'était le Ramadan, en plus, on a fait un travail de témoignage où il y a une maman qui expliquait ça s'est passé le 27e jour du Ramadan. Il me semble que c'est la nuit du destin. Et c'est vrai qu'on ne l'entend pas souvent, on n'entend pas beaucoup parler. Je me demande pourquoi ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est à cause des médias ou est-ce que... Et je me dis, ça change tout. Bon, moi, à l'époque, j'avais 15 ans. J'ai suivi un petit peu, étant jeune, mais c'est vrai qu'en grandissant et en travaillant ici, j'ai su beaucoup de choses. Mais voilà, je me demande pourquoi ça n'a pas été évoqué, et voilà. Si, ça a été évoqué. J'ai resitué tout à l'heure le contexte, justement, en disant que c'était le Ramadan et tout le monde était réuni à la mosquée. Et même à l'époque, de toute façon, on l'avait bien signifié que on était en période de Ramadan. Donc là... Ouais, mais je sais pas, moi, je l'avais pas entendu... étant jeune, à l'époque, je l'ai entendu que maintenant. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé de mon entourage... aussi que c'était la période du Ramadan, il n'y avait pas énormément de personnes, je sais pas, peut-être ici, oui, mais de l'extérieur, moi je ne l'avais pas forcément. Justement, c'est le fait que ce soit le Ramadan et qu'ils ont tiré dans la mosquée, ça a fait que tout après, ça a brûlé pendant 3 semaines dans tous les quartiers.
Donc forcément, ça a été évoqué parce que les gens n'étaient pas forcément d'accord. Quand c'est le ramadan, tout le monde part à la mosquée parce que tu as des prières surrogatoires à faire. Du coup, il y avait tous les parents à la mosquée à ce moment-là quand ils ont tiré dans la mosquée. Et c'est ça qui a fait que tout a explosé. Donc forcément, on n'en parle pas, mais c'est ça aussi le point de départ. Il y a eu la mort de Zaid et Bouna, certes, mais le fait qu'ils ont tiré dans la mosquée pendant le mois du ramadan où tout le monde se retrouvait à ce moment-là pour prier, à un moment donné, ça a pris. Donc forcément, on en parle. Forcément, les gens, ils en parlent. Je pense que je vois ce qu'elle veut dire. Du coup, je pense que c'est un peu une information oubliée ou balayée. Parce que même là, si on demande à nos jeunes, est-ce que vous savez quand ça s'est passé ? Oui, le 27 octobre. Mais période du Ramadan, je pense que ça a été, un petit peu effacé des histoires. Et même, du coup, la grenade dans la mosquée, pareil. Hein. On n'en entend pas parler. Je ne sais pas si il y a des plus jeunes de Clichy et de Montfermeil. Qui sont, je sais même pas s'il y a des. En tout cas, moi, génération, on en parle beaucoup. Hein. Ça, on en parle beaucoup. C'est beaucoup revenu, beaucoup sorti. On en parle beaucoup. Même quand on a fait notre premier voyage avec tous mes potes après 2025, on est parti au Mali, faire le tour du Mali. On a fait le tour Mopti, Tombouctou, Pays de Gaulle. On en parlait beaucoup. On disait mais c'est un truc de fou. Ça s'est passé pendant le mois du Ramadan. Ils ont quand même osé tirer dans la mosquée. Ça, c'est des phrases qui sont beaucoup revenues parmi ma génération. On en a beaucoup parlé, ouais. J'avais oublié aussi cette période. Il y a une question. Bonsoir. Merci pour cette rencontre. Moi, la question que je voulais poser, moi j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, à la Forestière, et aujourd'hui, on assiste à une gentrification de Clichy-sous-Bois, et j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette gentrification qui arrive et par rapport au métro, etc., que pensent les habitants de cette gentrification, parce qu'aujourd'hui les loyers ont augmenté. À l'époque, à la Forestière, moi j'ai habité avec mes parents dans un F5, ça coûtait 500 €. Aujourd'hui, il y a certaines familles qui payent plus de 1000 € leur loyer. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une consultation électorale sur comment vivent les habitants, quelles sont leurs problématiques, etc. Et on se soucie réellement des habitants de Clichy-sous-Bois et Montfermeil par rapport à leur vie au quotidien? Vas-y, Ahmed. Ce phénomène, il ne se passe pas que à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. On peut le voir sur Porte de Montreuil, sur Porte des Lilas, sur Pantin. On a ce phénomène où, forcément, vu que les loyers explosent dans Paris, les gens reculent. Et je pense que dans les années à venir, les gens reculeront davantage. Et c'est pas nouveau, puisque c'était le phénomène de Clichy, de Montfermeil, c'était en dehors du périphérie. Et d'ailleurs, on est très content que cette zone enclavée, qui était enclavée, va se désenclaver avec l'arrivée du métro et du tramway déjà. Mais oui, ça va attirer une nouvelle population qui va être aussi bénéfique pour la ville, parce qu'on ne peut pas vivre qu'entre pauvres. Bon. Est-ce que justement, avec cette nouvelle population qui arrive, on ne va pas assister à on va pas assister à une augmentation de la pauvreté, parce que franchement, moi je le vois parce que je continue d'aller voir mes parents, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Les loyers sont de plus en plus chers, même au marché, le marché a augmenté par rapport au prix d'avant. Après, comme j'ai dit, il faudrait que la municipalité ou les associations se chargent de ce sujet-là, de pouvoir être dans l'équilibre. En même temps, essayer de voir ce qu'on peut rénover des logements sociaux et qui sont adaptés. Et dans les nouveaux logements, peut-être adapter aussi des appartements qui vont être justement par rapport à l'histoire, à l'historique des personnes désirant toujours vivre à Clichy et Montfermeil dans des endroits dignes et pas insalubres, de pouvoir leur donner l'opportunité de pouvoir être dans ces nouveaux lieux. Après, c'est une belle question. Je pense que c'est important de pouvoir la développer, de pouvoir justement la soumettre et essayer de voir s'il y a une possibilité par rapport à la municipalité. Après, c'est toujours l'offre et la demande. Donc voilà, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Après, faut pas oublier que Clichy-sous-Bois, Montfermeil, avec l'arrivée du métro, on est devenu la petite couronne de Paris.
Au même titre que Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin. J'habite à Saint-Ouen justement, mais Voilà. le maire à Saint-Ouen, il a bloqué les loyers. Ouais, mais je pense que c'est aussi ça le problème, c'est qu'on est devenu la petite couronne. D'un côté, on va voir la fac, l'université Marne-la-Vallée à 15 minutes. À l'époque, je mettais 1h30 pour y aller, 15 minutes. De l'autre côté, vous êtes à 40 minutes de la Défense. Donc forcément, vous allez avoir tous ces travailleurs qui travaillent à la Défense, qui vont venir habiter à Clichy. Et c'est vrai que tu soulevais le problème de la Forestière. On parle des loyers maintenant qui ont augmenté, mais est-ce qu'on peut parler de la manière dont les logements ont été rachetés à l'époque? Donc on a racheté. Donc là, c'est l'ANRU qui rachète. Hein. Donc l'ANRU, c'est un dispositif de l'État. Donc ils rachetaient les appartements aux propriétaires en leur promettant un nouveau logement dans 2-3 ans. Mais en étant dans leur appartement, ils devaient payer un loyer. Donc en fait, quand ils leur achetaient l'appartement, les gens rendaient l'argent sous forme de loyer. Donc ça, c'est important de le dire. Donc c'est un dispositif de l'État qui a mis ça en place. Donc s'ils ont réussi à mettre ça en place à ce moment-là, faut pas s'étonner que les loyers sont au-delà de 1000 € à l'heure actuelle. Donc est-ce que après, faut pas oublier que c'est des bailleurs sociaux. Hein. Et ils ont beau être des bailleurs sociaux, ça reste quand même un business malheureusement. Donc voilà, les HLM d'autrefois, c'est plus les HLM d'aujourd'hui. Hein. Souvent, vous n'avez pas de différence de prix entre un HLM et le privé malheureusement. Donc voilà. Juste, je voulais revenir, excuse-moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure concernant la spoliation, parce que pour moi c'est de la spoliation, pour les parents qui étaient propriétaires des logements au Bosquet et aux Chênes Pointus ou à la Forestière. On leur a acheté une misère. Ils ont payé 3 fois ou 4 fois le prix de l'appartement. On leur a acheté une misère. Et ça, c'est pas normal. Normalement, on aurait dû leur permettre de pouvoir justement avoir cet argent-là pour pouvoir justement rentrer dans les nouveaux logements. Je pense. Après, maintenant, comme j'ai dit, c'est politiquement qu'il faut réagir, qu'il faut soumettre les idées et pouvoir voir comment... on parle souvent de délinquance. Oui, il y a des délinquances aussi en col blanc. Un des responsables de l'ANRU, je ne vais pas pointer du doigt, mais c'est quand même ça a été le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein. Il dirigeait l'ANRU, donc il faudrait peut-être lui poser la question de pourquoi on en est arrivé là sur l'ANRU et sur le rachat de ces appartements-là. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour avoir des réponses, je pense. Du coup, moi j'ai une question. Je viens de Montfermeil et je suis née en 2007. Donc j'étais pas née pendant les émeutes, etc. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que maintenant on n'avait plus besoin de casser, etc. pour se faire entendre, qu'en gros on avait d'autres manières de se faire entendre. Sauf que moi j'ai l'impression que le problème il est tellement profond que la parole, certes, c'est quelque chose, mais casser, en gros, on nous entend plus quand on casse que quand on parle. On ne fait pas vraiment attention à nous et voilà. Et aussi, merci d'avoir fait le rôle de médiateur pendant les émeutes parce que en 2023, je crois, il y a eu une bavure dans le centre-ville de Montfermeil. Et après ça, on a vu qu'il n'y avait pas eu de casse, il n'y avait pas eu, comme en 2005, et je pense que c'est aussi grâce à vous, vous avez montré à notre génération qu'on pouvait rendre hommage et se faire entendre de ce côté-là d'une autre manière, et voilà. Après, c'est sûr, on va toujours vous dire casser, brûler des voitures, ça sert à rien. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2005, c'est ce que je vais continuer à faire. En 2023, oui, il y a une bavure au centre-ville de Montfermeil, tout de suite. J'ai même pas été sur les lieux. J'ai été voir chaque hall, dans chaque endroit où il y avait des jeunes qui se rassemblaient. J'ai discuté avec eux, échangé avec eux et leur dire ne bougez pas, ne cramez pas, ça sert à rien, ça va rien changer. Ils attendent que ça. Et je peux vous dire, même pas 10 minutes après, voire 20 minutes après, les policiers ont commencé à arriver sur l'avenue Paul Cézanne, Utrio, Picasso, ils étaient là. Et je disais aux jeunes, il ne faut pas bouger. J'étais avec eux. Ils disaient, rentrez chez vous. Même si vous ne voulez pas rentrer, bougez pas. On a fait un petit peu le tour du quartier. Dieu merci, ça n'a pas pris.
Voilà, donc parce qu'on sert aussi de ce qui s'est passé. J'avais pas envie de revivre un peu ce qui s'est passé en 2005. Voilà, après, on a été auprès de la famille, on a accompagné la famille le mieux qu'on pouvait. On a pris une salle où les gens pouvaient venir faire les condoléances auprès de la famille. On a essayé de vraiment accompagner le mieux possible. Je disais aussi aux gens, ceux qui veulent aider la famille, cotisez, prenez un meilleur avocat, il faut aller à la justice, même si des fois on n'y croit pas. Mais il fallait que nous on soit là aussi pour rappeler ce qui s'est passé en 2005, ne pas revivre la même chose. Et au quotidien, c'est ce qu'on rappelle tous les jours aux jeunes, de se révolter autrement que par la casse ou par brûler des voitures. Il y en a qui vont me dire il faut cramer, il faut brûler. C'est ça la solution. Pour ma part, c'est pas la bonne solution. La meilleure solution, c'est de s'engager en politique et d'essayer de faire changer les choses. Ça va mettre du temps, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est la meilleure voie. Après, juste pour c'est vrai que tu dis, on va tout casser, on va être entendu. Si on avait été entendu en 2005, on n'en serait pas à la même situation. Et après, ne pas confondre entendre et écouter. Hein, t'as été entendu, mais t'as pas été écouté en fait. On entend un bruit, mais on écoute quelqu'un. Donc quand bien même t'as fait du bruit en cassant tout, t'auras pas été écouté. Et le résultat, c'est que 20 ans après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Bonsoir, bonsoir Samir, bonsoir Ahmad. Je voudrais juste, sur cet échange, ne pas laisser accroître certaines choses concernant la question des loyers et des acquisitions de logements. Sur les familles qui étaient à la Forestière, au Bosquet, Chêne-Pointu, qui ne pouvaient plus être propriétaires puisque la copropriété était en faillite sous administration judiciaire avec des dizaines de millions d'euros de dettes solidaires. Bien. Le seul moyen juridique qui était permis, c'était effectivement de pouvoir racheter au regard de ce que ça valait, c'est-à-dire avec la dette rien, pour pouvoir reloger dans des conditions dignes, puisque la copropriété avait fait la preuve, hélas, de son incapacité à subvenir à ce que la règle de la copropriété demande, c'est-à-dire le bon entretien du bien par les propriétaires eux-mêmes. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est juste le système de la copropriété qui était défaillant. En revanche, lorsqu'il s'est agi de reloger les familles en provenance de ces patrimoines-là, on n'a pas tenu compte du loyer qui aurait dû être perçu au regard des constructions neuves. Nous avons regardé deux choses, soit le reste à charge, ou éventuellement le reste à vivre, c'est-à-dire pour les familles extrêmement pauvres et qui ne pouvaient même pas être sur un calcul de reste à charge. Et donc ce sont des loyers tout spécifiques, élaborés au cas par cas pour chacune des familles, pour que la vie familiale derrière, nourriture, vêtements, loisirs, culture, divertissement, puisse se faire. Et des fois, donc, il y avait des minorations extrêmement fortes de loyers. En revanche, il est vrai qu'au fur et à mesure que des familles partent de ces logements, les nouvelles familles qui arrivent, elles, on leur demande les loyers qui sont effectivement sans commune mesure avec ces loyers historiques. Et donc vous avez cohabitation, non pas chasse d'une population par une autre, il ne s'agit pas de les chasser, puisque tant qu'ils restent avec ces loyers extrêmement minorés, il n'y a aucun problème. Ils partent du logement, c'est sûr que la famille qui va les remplacer, on leur demandera le loyer que la construction neuve demande pour l'équilibre financier du bilan, tout simplement de celui qui a construit et qui doit entretenir les choses. Voilà, pour que les choses soient quand même claires. Après, le mécanisme de l'expropriation, il n'y en a pas d'autre. Dès lors que la copropriété a fait la preuve de sa faillite et que les conditions de vie qui étaient faites dans les copropriétés étaient devenues totalement infernales. Donc il n'y avait qu'un seul moyen, c'est d'en sortir comme ça, et personne n'a fait de bénéfice sur quoi que ce soit, puisque nous, derrière, la puissance publique éteignait la dette, et qui était de plusieurs dizaines de millions d'euros, puisque c'était tout le gaz, toute l'eau, et les entretiens minimums, puisque, par exemple, au Bosquet,
chaudière au charbon, transformée en chaudière par immeuble. Ce n'est pas les copropriétaires qui l'ont payé, c'est la puissance publique. Les étanchéités de façade et de terrasse, c'était la puissance publique qui les a faites. Les réparations d'ascenseurs, c'était même plus la copropriété qui s'en occupait, c'était la puissance publique qui se substituait à la copropriété, donc il fallait bien sortir de ce système-là. Tout est discutable, tout n'est pas parfait, mais je voulais juste, pour la clarté du propos et qu'il n'y ait pas de mésentente, repréciser ce mécanisme, sans vouloir d'aucune manière polémiquer sur quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de problème, merci pour la précision. Le seul souci, c'est que, en fait, vous m'apportez une réponse comptable du processus, alors que moi, avec Ahmad, on vous parlait d'humain, en fait, parce que dans ces copropriétés, il y a aussi des bons payeurs. Donc le bon payeur qui, malheureusement, on lui rachète, comme vous l'avez dit, son appartement, une bouchée de pain, qui était propriétaire, il avait un certain capital, sans doute, à transmettre à ses enfants, il se retrouve malheureusement locataire. Donc moi, je suis d'accord avec votre réponse, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous parle d'humain, vous me parlez de comptabilité. Donc moi, je veux bien vous écouter, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Moi, après, je comprends la difficulté de certains maires parce que c'est les copropriétés et que, comme j'ai dit, c'est pour ça que je parlais de délinquance en col blanc. C'est voulu de laisser pourrir la situation pour pouvoir justement se mettre en faillite et pouvoir récupérer tous les gains déjà les gains du premier et les gains du dernier, parce que l'État rembourse les propriétaires des copropriétés, donc ils font 2 fois d'argent sur la vente, et une fois qu'ils ont laissé tout pourrir, l'État leur rachète, donc ils ont fait 2 fois la vente. Une dernière question peut-être avant de clôturer. Bonsoir, merci beaucoup pour la discussion. Je voulais juste apporter ma réflexion. Vous avez beaucoup parlé de votre rôle dans l'apaisement des émeutes, des révoltes, en disant aux jeunes de se calmer. Mais du coup, moi, ça me pose la question de à qui ça sert. Alors, merci beaucoup d'avoir évité le tout trop drabe. Mais du coup, moi, ça me questionne sur à qui ça a servi à la fin. C'est-à-dire, en fait, le fait de calmer les jeunes, ça leur donne pas de pouvoir pour s'organiser ou pour faire valoir des revendications, parce qu'au final, on est d'accord que casser, ça sert à rien. Mais du coup, d'après vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire aussi pour permettre aux jeunes de s'organiser et de faire entendre leur voix à ce moment-là, quoi. Moi, la question que je vais te poser, c'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça sert de casser en bas de chez soi? Est-ce que ça ne va pas déranger plus les parents, plus les habitants? Brûler chez soi, est-ce que tu penses que ça a un impact sur quelque chose? Moi, j'ai pas dit que c'était mal de les empêcher, mais en fait, j'ai l'impression que le voir comme une fin, c'est ça le problème, à mon avis. Du coup, c'est ça que je vous pose comme question. Parce que du coup, si on les empêche de casser, aujourd'hui, on voit que du coup, ça sert aussi les municipalités de générer une absence de troubles pour donner l'impression qu'il n'y a plus de problème. Moi, c'est ça qui me questionne. Et alors qu'on est en train de constater qu'en fait, il y a toujours des problèmes. Donc comment on va au-delà de ça et comment on fait en sorte de permettre à ces jeunes de s'organiser, de proposer des choses, de prendre du pouvoir, de s'investir dans leur ville. On n'a pas que dit aux jeunes, je rappelle, ça veut dire, on est d'accord, on n'a pas dit qu'aux jeunes de se calmer. On a fait le tour de France avec un seul effet, avec les cahiers de doléances. On a dit aux gens de se monter en association. On a dit aux jeunes d'aller prendre leur carte d'électeur et d'aller se mobiliser et voter. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, c'est toujours la même chose. Si on veut mener un combat noble, il faut qu'on suit un chemin, qu'on essaie de voir qui parmi les gens peut nous montrer ce chemin si on ne le connaît pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais mobiliser, croire en ses rêves, croire en ses projets, pouvoir
l'idée de dire que je vais changer quelque chose ou que je pourrais changer la situation demain de mes compatriotes ou de mes semblables, je pense que c'est l'idée la plus noble qu'on a. Donc n'hésitez pas, mobilisez-vous et essayez de faire changer les choses à votre niveau. Voilà. J'ai vraiment une dernière question. C'est est-ce que on jugerait pas la manière dont les opprimés se révoltent? Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas un discours à deux sens? Parce que quand c'est nous, on nous dit de calmer le jeu, etc. Et quand c'est les autres, enfin, je parle des banlieusards et puis de ceux en dehors de la banlieue, on ne serait pas d'accord avec leur révolte, leur casse. Et enfin, j'espère que vous m'avez comprise. Oui. Tu parles des gilets jaunes. Oui, aussi. Hein? Mais oui. j'ai l'impression qu'on vraiment on parle de révolte noble que quand c'est nous. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Les Gilets jaunes, ils sont quand même fait gazer et taper dessus. Hein. Donc, oui, c'est vrai, mais je ne saurais pas comment expliquer. Mais en gros, je me suis déjà... Ça a mis du temps. Il faut qu'on comprenne qu'on est tous dans le même bateau, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les gens du quartier. Généralement, les problématiques qui ont été évoquées, c'est des problématiques quotidiennes qui touchent l'ensemble de la population française, après territoriale. C'est vrai que dans le 16e ou dans un truc, ça ne va pas toucher pareil dans le 93. Ou peut-être à Marseille ou autre part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment les mêmes problématiques et il faudrait qu'on se mobilise. Et comme j'ai dit, c'est pour ça que je reviens toujours à Essayer le feu. Le fait d'avoir parcouru la France et de pouvoir dire qu'on était force de proposition et de pouvoir dire qu'ensemble, on était capable de faire quelque chose en dehors de nos hommes politiques, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encore reproduire, qu'il faut encore se mobiliser et de pouvoir aller décrocher ce qu'on veut. Sinon, les hommes politiques, vous savez très bien. Hein. Mademoiselle, moi je pense qu'au-delà même des mobilisations, il faudrait que toutes les générations sachent l'histoire de l'immigration. Parce que quand tu comprendras l'histoire de l'immigration, comment nos parents sont arrivés en France et comment il y a eu tout ce racisme structurel au niveau des banlieues, tu comprendras mieux les enjeux d'aujourd'hui. C'est important de s'instruire, vraiment. Parce que tout ce qui se passe en banlieue, il y a un passif qui a accompagné l'arrivée de nos familles dans les banlieues et comment on vit aujourd'hui en France en tant que personne issue de l'immigration. Donc il faut comprendre nos histoires. Et pour ça, il faut que tu te renseignes déjà auprès de tes parents comment ils sont arrivés en France et que tu te renseignes aussi sur l'histoire de l'immigration en France. Et je pense que ça répondra en partie à ta question. Merci. Après aussi, j'aimerais rappeler, parce qu'on parle beaucoup de quartiers, c'est dans les zones rurales aussi, comme on a vu, il y en a beaucoup qui souffrent de la délocalisation des entreprises. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, voient perdre leur emploi. Il ne faut pas les oublier aussi. C'est pour ça que je dis qu'on a tous le même combat, hein. Que ce soit des quartiers, que ce soit dans des zones rurales. Ah, Samir. Et puis oui, bon, la France, c'est un pays de révolution. Donc, faisons la bonne révolution. Merci. Ouais, on m'entend, ouais. Cette table ronde touche à sa fin. Il était important du coup pour moi, fille de Montfermeil et Gulcé, fille de Clichy-sous-Bois, d'honorer la mémoire de Zied et Bouna, qui sont morts pour rien, et de sensibiliser les générations futures. Et donc là, il y a les ateliers Médicis qui découlent aussi de 2005. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus tout au long de l'année à nos événements. Vous pouvez aussi passer boire un café, un thé, venir vous réchauffer, mais ici c'est aussi chez vous. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Merci à nos invités d'avoir été présents pour honorer la mémoire de Zied et Bouna. Et un grand merci à l'ensemble du comité de 2005 qui a fait en sorte que cette semaine de restitution existe. Vous êtes des gens inspirants. La programmation continue jusqu'au samedi 15 novembre 2025 et on vous laisse avec ce clip en hommage à Zied et Bouna.
certains c'était des potes, et pour d'autres des petits de la cité. Mais seulement un sur trois a survécu lors de l'électricité. Ça a été une réalité dure à accepter. Le 27 octobre, Ziad et Bouna nous ont quittés. 17 ans et 15 ans, trop jeune pour partir, trop jeune pour dire à tout le monde on se reverra en dehors de cette terre. Vu qu'on est tous des hommes, on passera tous tôt ou tard par la mort, mes frères. On fuit la police par peur, jusqu'à perdre la vie. On doit se poser des questions, moi je suis juste un mec qui donne son avis. Je suis là pour, on a tous vu au moins une fois les civils déraper comme des barges dans la cour. On se comprend plus de la